Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Pas prêt. Pas prêt, j'ai encore un petit peu de banane. Mais j'en reviens. OK, je suis prêt. Ouf. Okay, on n'a pas grand temps, hein? Non, c'est ça. On vient de faire le Prime on vient de finir avec Joe Hamel qui va être avec nous dans le prochain bloc. On a la gang du vestiaire. Donc, le gars de croisière, Les, est en studio avec notre chum Dodu, qui va faire donc. On va faire le tour. Hey, ça a changé depuis qu'on a parlé la dernière fois de hockey. Oui. Et même depuis la dernière fois que Les est venu parler de hockey, parce que je pense que la semaine passée, il était allé faire une petite quick visite en Floride de 4 jours avec quelques chums. Oui, on appelle ça un healthy scratch. Healthy Scratch. Oui, c'est ça. C'est ça, il était Healthy Scratch. Il était remplacé par Joe Hamel. Donc, Joe Hamel, le vestiaire, donc discipline aujourd'hui, pas à peu près. Et on a, en principe, Éric Duhem. Puis on va essayer de trouver un temps là-dedans là, pour vous donner je ne sais pas si c'est encore un événement comme avant, là, les histoires des artistes dévoilées par le festival d'été. On dirait que ça a perdu un peu de steam pendant la COVID. Mais regarde, on va vous donner un peu plus tard, là, parce que je pense qu'en ce moment, live, oui, je suis en train de regarder ça. Là, c'est en train de sortir présentement, mais plus tard, au pire, on fera ça. On fera ça un peu plus tard, mais dans le coin, avant qu'Éric arrive. Si jamais Éric n'arrive pas, on en parlera. Oui. Mais en principe, Éric Duhem, on va faire un tour un peu plus tard pour nous parler de budget. On a Jerry qui est avec nous autres. Jerry, t'es de bonne humeur, mon ami Jerry? Oui, bien de bonne humeur. Good, la vie est belle. Good, il y a du beau soleil. Hey! Ton chum, Luke Combs. Luke, ben oui. Ben bon, j'ai pas encore écouté le podcast de 3 heures avec Joe Rogan parce que hier, on a fait un 10-11 km en fin de journée hier, mais j'étais avec Miss MC. Et Miss MC, ben, quand on est là, je ne mets pas mes écouteurs pour parler. Puis aussi de ce temps-là, vu qu'on est en projet de maison et tout, ben, je profite de ces longues marches-là pour coordonner un paquet d'affaires. Donc, ça avance. Et j'ai moins le temps d'écouter des podcasts et même de la musique. Donc, ça me manque un peu. Mais j'ai hâte d'écouter le podcast de Joe Rogan avec Luke Combs. Tu nous l'as dit hier, je ne sais pas si on était live ou Prime, mais tu nous as dit, Luke Combs, sa blonde vient d'accoucher il y a 4 mois et déjà est enceinte d'un autre. Exactement. On a vu le message. Oui, c'est ça. De ce que je retiens un bout de la discussion avec Joe Rogan, c'est que lui, c'est un gars de plein air, OK? Lui, on le sait, on voit dans ses vidéos, c'est un pêcheur, c'est un gars de la Caroline du Nord, je pense. Et c'est un maniaque comme beaucoup de gens de country, là, c'est un gars de nature. Et lui, le Montana, là, Yellowstone, toutes ces places-là, ce qui est tourné Yellowstone, il adore ça. Mais une des places qu'il a trippé il y a 2 semaines ou à peu près? Banff. Il est allé à Banff. Oui. Et il a dit à Joe Rogan qu'il n'avait jamais vu. Tu sais, il dit, en partant de Calgary, tu t'en vas de la Calgary, tu t'en vas à Banff, c'est à peu près 1 heure. Il dit, regarde, on a vu des étoiles de montagne, mais ça, il dit, c'est écœurant, c'est l'enfer, comment c'est beau. Donc, Luke aime notre coin. Moi, je connais même pas ce coin-là, je ne vais même pas aller. Non, mais si Luke vient au Québec, s'il aime le grand air, il va être servi. C'est un gars de grand air. Là. C'est pour ça que lui, il triple là-dessus. Là. Carrément. Mais ça, on s'entend-tu que c'est une... Ça, là, tu peux pas avoir meilleur pour l'office du tourisme que ça. Là. Lui, s'il dit ça à... pour la gang de Calgary, bam, c'est incroyable. Il était au Fairmont. Là. Oui. Lui, tu sais, Luke Combs qui dit une patente de même, ça... c'est de la pub gratis en tabarnage. Garanti. Garanti qu'il y a du monde qui vont... entendre ça, ils vont dire « Ah ouais, OK, on va aller faire un tour. » Il y a du monde qui ont... Il y a du monde qui ont les moyens, puis ils veulent pas. Il y a du monde qui aime le plein air. C'est beau aussi, les montagnes. C'est écœurant. Hey, aussi, je veux saluer un pirate qui nous écoute, qui fait, je pense qu'on y a déjà parlé, ou Mr. White a déjà parlé. C'est un gars qui fait régulièrement Yellowknife et Edmonton parce qu'il livre pour Canadian Tire. Et hier, il nous a envoyé, mais il a envoyé à Carlos de Punisher, puis Carlos me l'a envoyé. Il a envoyé tu sais, les autres, ils se mettent des caméras sur le dash, puis ils filment un peu à la route. S'il arrive de quoi, ben ils l'ont. Et là, ben, il est sur une route, quand même une route régionale où ça passe pas mal. Là. Je te le dis, là, quand il roule, là, sur le film, vite de même, d'après moi, à côté de lui, qui circule dans la même direction, il y a 100 bisons qui courent. Capoté, hein?
C'est magnifique. C'est écœurant comment c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis je comprends qu'il y a un buzz pour ces endroits-là, surtout dans le monde de cave dans lequel on est. On a besoin de se sauver dans des places. Loin, loin, loin. Qu'est-ce que tu as dans la boîte? C'est ça que tu vas faire pendant l'ouverture parce qu'on n'aura pas le temps de te parler d'ici la fin. On est trop cordés un après l'autre. Tu m'as parlé un peu en dehors des ondes d'une histoire d'un livre de Nirvana. Semblerait que Kurt Cobain ne s'est pas suicidé. Kurt Cobain, c'est un meurtre. J'imagine que c'est sa femme qui l'a tué. Et c'est un auteur qui lance un livre aujourd'hui. Un gars qu'on connaît qui s'appelle Yann Alperin. Oui, c'est ça. Il paraît que c'est une enquête, je ne sais pas trop. C'est un travail sur 25 ans. Tu sais, non, Yann Alperin. Yann qui travaille. Non. C'est un travail de 25 ans. Yann qui travaille. En partie. Non, mais... Non, mais en partie, le gros du travail, c'est fait en Colombie, là, en vacances. Là. En Colombie? Oui, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça. Yann, c'est un grand travail. Tout se fait sur le web. Un méchant numéro. Non, c'est tout un moineau. C'est tout un moineau. Mais là, l'affaire, c'est que c'est pas moi qui le dis, là, OK? C'est un travail de 25 ans, autrement dit, parce que lui, dans le livre que Yann sort, il sort aujourd'hui, le livre. Là. Il parle de Courtney Love, autrement dit, qui aurait utilisé son influence puis ses relations pour, autrement dit, cacher des accusations, pour que la police... je ne sais pas tous les détails, là. Pour que la police cache des choses à du monde. Là. Pas se comprendre là-dedans. Tu sais, il y a un peu de conspiration là-dedans. C'est du Alperin. Là. Pour Nirvana et pour Kurt Cobain... mettons, il se fait tuer. Je ne sais pas pourquoi, là. Il y aurait eu un boss pareil parce qu'il est victime d'un meurtre. Mais un suicide pour un rocker, pour une rockeuse, c'est toujours bon. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon pour après. Il y a comme un genre de je sais pas, il y a comme un aura qui se forme alentour de la rockstar. C'est bon pour leur carrière. C'est comme suicider. Oui, en plein top de leur carrière, full popularité. Oui. Décide de tirer sur le rideau, met fin à tout ça, bang, balle dans la tête. Ça, il y a un petit côté mythique à travers de ça. Oh. Puis, effectivement, ça se peut qu'il y a des gens qui ont joué un peu avec ça. Des fois, ça se peut qu'ils ne soient pas morts de ça. Ça se peut qu'ils soient morts, je ne sais pas, étouffés avec un morceau de steak, finalement. C'est pas très... Ça fait pas très rocker. Parce que c'est pas le premier livre, je pense, qui est écrit là-dessus. Là. Mais là, c'est un nouveau. J'ai vu ça passer sur Twitter. Donc, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle histoire de. En bon sens, je pense que c'était avec un. Moi, je pensais qu'il s'était, je sais pas trop, pendu, une affaire de même. Non, il s'est tiré de balle, lui. Il s'est tiré une balle avec un genre de carabine, là, ça se peut-tu? Une affaire de même. En tout cas, hey, avant que tu ailles dans ton autre sujet, je te pose la question. J'en ai parlé vite sur Prime un matin. C'est une nouvelle d'hier de TVA Nouvelles. On voit, en tout cas, les deux madames, s'ils se reconnaissent, n'ont pas trouvé que TVA Nouvelles est bien fin. Là. Mais tu as deux madames qui circulent avec des gougounes puis des shorts. Puis ils ont des gros culs, puis ils ont des bourrelets. OK? Donc, il faut le dire. Mais je veux dire, c'est pas des femmes obèses. Ils sont capables de marcher, prendre une marche. Ils ont des mollets pareils. Et le titre de l'article, c'est « Les femmes en surpoids peuvent blâmer leur mère ». Ça, on a entendu ça beaucoup. Si tu veux voir comment ta blonde va vieillir, regarde sa mère. Ça, c'est le genre de nouvelles que je sais pas, moi. D'après moi, ni d'un bord ni de l'autre, tu gagnes. Ils se font ramasser en sacrament. C'est l'enfer. Non, ils se font ramasser. Hey, je sais pas qui a eu l'idée de mettre ce texte-là, mais c'est pas une bonne idée. Pas tout. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Un gros syndicat qui est sorti aujourd'hui. Gros syndicat, la AFA. Donc, c'est le syndicat des agents de bord du côté des États-Unis. C'est plus de 50 000, je ne sais pas comment ils sont, là, mais ils disent plus de 50 000, mais je pense que c'est plus que ça. Là. 50 000 agents de bord dans 20 compagnies aériennes. Donc, la manière qu'ils sont syndiqués, je ne sais pas trop comment ça marche. Là. Mais eux autres, ils veulent que tout passager dans l'avion, de n'importe quel âge, ait son propre siège. Oh, attends un peu, là. Il y a une patente ici, là. Attends un peu, alors, comment ça? Tout passager dans l'avion a son propre siège. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas ça, là? Ben non, c'est pas ça. Quand tu as un bébé de 2 ans et moins, tu peux l'avoir sur tes genoux. OK, donc ils veulent que le bébé ait un siège. Oui, mais là, c'est pas le même tarif. Quand tu vas dans l'avion, bébé... Non, si tu prends un banc de quelqu'un qui leur a acheté 500$, tu payes 500$. Oui, c'est ça. C'est papa, maman,
Puis bébé. Mais bébé, c'est 500. Ou des fois, c'est 1000. Bébé, jusqu'à l'âge de 2 ans, il paye 0. Il paye 0 parce qu'il embarque sur les genoux de maman ou de papa. C'est-à-dire que là, ils veulent que chaque personne soit boltée à un siège. Parce que c'est quoi l'histoire? Pourquoi ils se mêlent de ça? Non. Ce qui est arrivé, là, c'est que Lufthansa, il y a eu un vol il n'y a pas longtemps. Lufthansa, le vol arrivait de Francfort et il s'en allait à Austin, Texas. Ils ont pogné de la turbulence. Pas mal de turbulence. Et il y a un bébé qui était sur les genoux de ses parents. Je ne sais pas, ça me son père, je ne sais pas trop. Puis le bébé a volé dans les airs. Boum, boum. Okay. Le bébé il a fait 15 pieds dans l'avion. Il s'est promené. On peut pas se comprendre. Non, mais tu ne mettras pas un bébé naissant sur un siège avec une ceinture. C'est quoi ça veut dire? Non, mais il va être dans un siège, comme un siège d'auto. Pas se comprendre, maintenant, tu as un siège clippé. Mais de quoi ils se mêlent, les autres? Mais c'est quoi ce syndicat? Il n'y a pas des genres de patentes, là, des genres d'organismes quelconques qui décident de la sécurité de... Pourquoi c'est un syndicat? Non, mais c'est qu'ils veulent mettre de la pression, mais si on suppose, s'ils font cette demande-là, puis l'organisme qui s'occupe des avions aux États-Unis, puis des règles, puis tout ça, ils disent « OK, ouais, ben ça change beaucoup de choses, là. Ça change beaucoup de choses pour les familles qui voyagent. On s'entend-tu que le bébé de 2 ans, c'est 750$ dans l'avion, là. Wow, OK, ça change bien des affaires, là. C'est une demande qu'ils ont faite aujourd'hui. C'est rendu public. Je peux-tu te sortir juste une petite affaire? Ah oui, une dernière, parce qu'il faut être discipliné. Il faut être moins longtemps qu'on l'est habituellement pour ouvrir, parce qu'on a trop de choses après. Regarde, c'est pas de la discipline. Vous voulez voir c'est quoi? Tu sais, quand on dit une méga star, Lionel Messi, c'est une méga star. Lionel Messi, un des grands joueurs de soccer de l'histoire, on peut dire. Son pays a gagné le mondial, l'Argentine. Il était dans un restaurant, puis il y a une vidéo qui court sur le web. Vous allez le voir, la vidéo, là, c'est capoté. Ah, c'est malade, la vidéo. Il y a une marée humaine dans la rue. Lui, Messi, il est allé manger au restaurant. Il a amené sa mère, il a amené sa sœur, puis les autres, ses parents, ils demeurent, puis sa famille, ils demeurent là-bas en Argentine, à Buenos Aires. Puis là, ils vont manger au restaurant, mais là, ça s'est su que Messi était au restaurant avec sa famille. La rue est pleine de monde. Puis c'est spontané, là, parce que c'est du bouche-oreille quand même. J'ai trouvé ça un peu spectaculaire. Mais ça, tu vois vraiment. C'est quoi une méga star? Là? Mais ça, tu n'as une méga star. Ah non, mais c'est quasiment... c'est plus que idole, c'est quasiment Jésus. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme, idolâtré. C'est comme une espèce de Jésus. C'est comme quelqu'un qui est... C'est quasiment Jésus. Oui, c'est ça. C'est comme une religion, là, quelque part. Imagine-toi, comme tu me disais dans Prime, si il vient dans la Ligue nord-américaine, pas nord-américaine, mais la Ligue... La MLS. La MLS. Et qu'il joue pour Miami, chaque fois que Miami va jouer quelque part. Mettons à Montréal. À Montréal, oublie ça. Ils sont pas capables de mettre 20 000 personnes dans le stade olympique sans provoquer un bouchon de quasiment 1h30. Imagine-toi avec 50 000 personnes dans le stade. Ils vont être fourrés, je vois le voir. Ils vont être fourrés. Ça va être un par-dessus l'autre. Là. Thank you, man. On s'arrête après. C'est Joe Hamel qui est là, qui est avec nous dans le Prime, by the way. On a le vestiaire avec Les et Dodu après Joe. Et on a après le vestiaire, en principe, on verra s'il y a le temps de nous donner du temps un peu, mais je pense qu'il va être là. Notre chum Éric Duhem pour parler de budget. On va en faire également des discussions de budget avec Joe dans les prochains instants. On vient, vous êtes sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. On est avec Joe Hamel sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Joe, première question vite de même. Charlie Hebdo nous montre la tête de Macron qui déboule des marches après avoir été coupé par une guillotine. On voit la guillotine en haut. Et, et le Charlie Hebdo, je suis Charlie. Le titre est « Peut-il rebondir ?» Est-ce que si, mettons, on a le Québec Hebdo et que c'est moi qui est le directeur de Québec Hebdo, puis on est tanné de François Legault pour toutes sortes d'affaires, il y a une guillotine en haut des marches, la tête coupée qui déboule les marches.
est-ce que je peux faire un Québec Hebdo? Je suis Québec Hebdo. Est-ce que je peux écrire, est-ce que François Legault peut rebondir en voyant la tête qui rebondit en sang, qui rebondit dans les marches? Moi, je trouve ça très drôle, mais d'après moi, c'est une cancellation majeure. Non, écoute, ça, c'est drôle parce que, justement, Charlie Hebdo, dans les dernières années, a eu quelques pointes assez acerbes envers, justement, des dossiers chéris de la gauche. Tu sais, je pense aux véhicules électriques. Un paquet d'affaires que Charlie Hebdo critique. Et c'est drôle, il n'y a plus de « Je suis Charlie ». Non, c'est vrai, ça. C'est fini, là. C'est la publication qu'il fallait défendre à tout prix. Il n'y a comme plus personne qui en parle de ça, mais ils sont toujours un peu sur la coche quand vient le temps d'illustrer des débilités. Puis c'est un peu ça qui manque, je pense, au Québec. Là. On en a parlé un peu dans le Prime. Il n'y a personne qui joue le rôle de rappeler à l'ordre, justement, le Uni-Party puis le hive mind des médias sur les narratifs populaires que personne ne conteste, dans le fond. Je t'amène vers... On va y aller vers l'actualité concernant le budget d'hier. Puis on va faire le tour de ça. Moi, je suis content parce que Télé-Québec est sauvé dans une certaine mesure. Donc, regarde, je suis content. Moi, j'écoute beaucoup Télé-Québec. Donc, on en parlait tantôt. Mais avant, je vais faire le tour de ce qui est arrivé 24 heures avant. C'est-à-dire le dernier rapport du GIEC qui nous dit, comme à chaque fois, qu'on est sur le bord de mourir puis que là, il commence à être trop tard puis il faut faire de quoi. Donc, Valérie Plante écrit « Le dernier rapport du GIEC est plus inquiétant que jamais. » Vraiment un texte écrit il y a 2 ans, là, mais qui est encore d'actualité à chaque fois qu'un rapport sort. « La fenêtre se referme, my God. Pour freiner les changements climatiques, il faut adopter notre mode de vie, transformer nos villes et travailler ensemble pour accélérer la transition. C'est une question de survie. » C'est ce qu'elle dit. Ensuite, il y a Gabriel Nadeau-Dubois. Le rapport du GIEC d'hier est clair. Nous sommes en urgence climatique. La demande de Québec solidaire est simple. Il ne doit pas y avoir un seul dollar dans le budget aujourd'hui pour le projet irresponsable qu'est le 3e lien. Moi, je suis tanné. Moi là, je ne sais pas si tu es à la même place que moi. Je ne sais pas, Jerry non plus, si tu es à la même place. Là. Mais là, j'étais écœuré. OK, parfait. Il n'y a plus de 3e lien numéro 1. Mais là, la réflexion qui a monté d'1 milliard du tunnel Hippolyte Lafontaine à Montréal, pour moi, c'est out. Réflexion également du pont de l'île aux Tourtes qui a 2 km de long, la 40 dans l'ouest, qui va coûter aussi 1 milliard de plus que prévu. La construction de la 50 pour se rendre finalement de manière plus sécuritaire vers Ottawa, c'est out. Niaisage, c'est assez parfait. 3e lien, on a compris. C'est fini. On n'en veut plus. Regarde, mais maintenant, si tu es de même, c'est tous les projets routiers ailleurs. J'espère que Gabriel Nadeau-Dubois va dire non, on n'en veut pas, incluant sa propre région, la région de Montréal. Valérie Plante, même chose. Valérie Plante, au lieu de phrases creuses, vas-tu nous dire c'est quoi qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on taxe? On enlève-tu les chars? On coupe-tu le... Ils vont-tu nous dire concrètement pour que, en bout de ligne, qu'on arrête de niaiser avec le POC? Ça fait 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on niaise avec ça. Là, il faut faire quelque chose. Dites-nous c'est quoi qu'on fait, puis crissez-nous patience. Mais la réalité, c'est qu'ils ne savent pas. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est que on est rendu à un point où je pense que je continue de penser que cette hystérie-là a plafonné quelque part. Même chose avec le wokisme, parce que c'est deux côtés de la même médaille un peu. Ça a probablement plafonné quelque part dans les 18 derniers mois. Là. La pandémie, la réponse hystérique à la pandémie a accéléré. Cette gauche radicale-là a doublé la mise. Ils sont allés all-in. Là, en pensant que, justement, il allait avoir un nouveau mode de vie, puis que, je te dirais, le plan de match qui a été déployé à travers la pandémie allait s'appliquer au climat, etc., puis qu'on allait pivoter à ça rapidement. Mais je pense qu'il y a quand même une résistance plus grande qu'on pense à ça, même s'il n'y a pas des manifestations dans les rues, même si ça commence, les gens ne le disent pas ouvertement, mais on commence à voir, premièrement, ces politiques débiles-là commencent à avoir un impact sur la vie des gens. Je te donne un exemple concret. L'histoire des frigidaires à la SAQ. Là, le monde réalise qu'il n'y aura plus de vin blanc froid ou de champagne froid à la SAQ parce qu'il faut sauver le climat. Là, tu es comme avant, c'était juste des discours. C'était une couple de millions là, une couple de millions là, mais tu avais peu d'impact sur la vie des gens. Là, tu as justement la taxe sur le carbone qui augmente tout le temps, qui fait augmenter le prix du gaz, le prix des biens. Tu as des initiatives complètement débiles de sociétés d'État comme ça.
donc, moi, je pense que par la force des choses, ce n'est que positif, cette affaire-là, parce qu'ils ne font qu'accélérer la chute. Ils ne font qu'accélérer, je dirais, le réveil général des gens par rapport à ça. Et c'est pas soutenable. C'est pas soutenable. Regarde, ils doivent constamment doubler la mise. Regarde, Greta, elle a dû effacer un tweet qu'elle avait fait en 2018, prédisant, je pense il restait 5 ans. Mais là, 5 ans, on serait tous morts. Ben, c'est ça, on est aux 5 ans, là. Donc, leur échéancier se rapetisse constamment et ça fait comme 4 rapports du GIEC qui est catastrophique. Alors que quand tu lis un peu entre les lignes, c'est pas tellement ce qu'ils disent. Là. Eux autres, celui-là, il est vraiment militant, là, par exemple. Ce rapport-là, il est vraiment militant et activiste. C'était pas toujours le cas des anciennes éditions. Mais moi, je pense qu'on a probablement une des dernières moutures. Tu sais, les Valérie Plante, Bruno Marchand et Catherine Chose à Longueuil, là, c'est un peu des anomalies, ça, dans l'histoire politique québécoise. Là. Tu devrais pas avoir une genre de diplômé d'études muséales maire de Montréal. Mais nonobstant, c'est pas une question d'études, c'est une question de compétences, c'est une question de valeur, c'est une question d'expérience, c'est une question de qu'est-ce que tu veux pousser pour le commun des Montréalais et le petit commerçant comme la grande entreprise. Et ça m'apparaît très clair que ces maires-là n'en ont rien à crisser de la qualité des services. Tout ce qu'ils veulent, et je continue de le dire, c'est de pousser leur agenda politique personnel, qui est la gauche radicale. Ce sont des marxistes, il faut le dire, ce sont des marxistes. C'est des gens qui appellent à une espèce de révolution mondiale, qui veulent changer radicalement votre mode de vie. Là. Je le répète, l'ennemi, là, c'est pas l'extrême droite, c'est pas Poutine. Oui, je comprends qu'il y a une guerre, tout ça, je comprends qu'il y a l'ennemi, la plus grande menace à votre niveau de vie et à celui de vos enfants, ce sont ces politiciens-là. C'est Justin Trudeau, Valérie Plante, Bruno Marchand, Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est aussi la supposée opposition qui fait rien et qui drifte à gauche de plus en plus, comme par exemple le Parti libéral du Québec. Mais c'est Valérie Plante, dans un tweet, a dit, justement par rapport au GIEC, là, la fenêtre se referme pour freiner les changements climatiques. Il faut adapter notre mode de vie, comme tu viens de le dire. Il faut adapter notre mode de vie, transformer nos villes, travailler ensemble pour accélérer la transition. Mais l'histoire là-dedans, là, c'est que cette gauche-là qui était friande de la COVID, ils ont-tu aimé ça, la COVID? Ils ont aimé ça, ils ont aimé ça. Il y a un autre, ils se roulaient à la bille, là. Ils se roulaient à la bille avec la COVID. Mais sans s'en rendre compte, parce que la plupart du temps, un gauchiste, c'est un stupide. Ils ne se sont pas rendus compte, les gauchistes, que la COVID a mis une deuxième prise. Ils sont au bâton, eux autres. Il y a une première strike, puis il y a une deuxième strike. La COVID a tout scrappé le patente. Il n'y a plus de monde dans les bus, il n'y a plus de monde dans les trains. Le métro est bourré de criminels, ça donne des claques à la gueule. C'est plus intéressant d'aller prendre le métro, là. On s'entend-tu, là? Après ça, les centres-villes sont en train de crever. Eux autres, ils veulent densifier, personne ne va aller rester en ville. Ça fait que leur espèce de monde imaginaire qu'ils ont dans leur tête, ils l'ont aimé la COVID, eux autres, mais la COVID est en train de les scraper. Et plus que ça, Jerry, je te dirais que c'est un mode de gouvernance. Tous les projets gauchistes, les grands projets de transport en commun, c'est très, très... tu as besoin beaucoup de dettes, tu as besoin d'emprunter. Et la conséquence, je pense, principale des 2 ans de pandémie, c'est justement le fait qu'il y a eu l'expansion monétaire et là qu'on doit monter les taux. Monte les taux, les coûts d'emprunt sont plus élevés, donc les gouvernements doivent... donc, c'est pour ça que tu vois... Là, ils ont fait un chèque en blanc un peu aux sociétés de transport en commun, mais moi, je vous rappelle ce que la ministre Guilbeault a dit, c'est pas anodin. Elle a dit il va falloir avoir une solution permanente au déficit de sociétés de transport. Ça veut dire qu'à l'avenir, d'après moi, ça ne sera plus des chèques en blanc pour la STM et ces choses-là. Parce que justement, le contexte a changé, comme tu l'as dit. Mais eux, ils jouent aux échecs, puis ils ne pensent pas 2-3 coups d'avance, ce monde-là. Là. Ils jouent aux dames et non aux échecs. Et leur activisme politique, leur stunt, est toujours, tu remarqueras, c'est toujours en opposition à comment on peut mettre ça dans la face de la droite, par exemple. Par exemple, la guerre en Ukraine, c'est uniquement ça. Là. Tu penses-tu qu'ils
se contre-crissent complètement, eux autres, des Ukrainiens ou de l'Europe. C'est encore le narratif, c'est Poutine, donc l'extrême droite, donc Trump, donc il faut envoyer des tanks et des avions. T'sais, alors que c'était une gauche avant qui était anti-guerre, pacifiste. C'était une gauche qui dénonçait l'impérialisme. C'est nous autres qui est pour la paix, c'est eux autres qui sont pour la guerre. Le monde est fucké raide. Et c'est aussi ceux qui sont pour les Big Pharma. Ça, c'est complètement débile comme pivot en passant. Là. Non, les Big Pharma, tu veux, c'est genre c'est des gens qui ont les drapeaux de l'Ukraine puis les petites seringues sur Twitter. Là, tu vois que ce monde-là est complètement fucké. Là. C'est rendu justement un projet de société d'envoyer de l'armement puis de contrôler une population par différentes... C'est quoi? C'est complètement débile. Là. C'est complètement débile. Vous avez complètement perdu la carte. Et je pense qu'on en a parlé un petit peu dans le Prime, le fait que je pense que il y a quand même une masse critique de gens peut-être centre-gauche, un petit peu plus à gauche, plus, je pense, lucides, qui ne s'identifient plus là-dedans. Ils ne s'identifient plus dans cette espèce de gauche-là. Et je suis d'accord avec toi, Jerry. Ils sont allés all-in avec ça pour finalement se rendre compte que de fil en aiguille, les conséquences de la pandémie vont probablement créer une espèce de un cycle électoral qui va être très favorable aux conservateurs. Là. C'est drôle, hein? Je vous entends, puis j'ai l'impression que si pendant la COVID, genre la gauche aurait fait son travail, mettons QS est la seule opposition, Éric Duhem n'est pas encore arrivé. Puis peut-être qu'Éric Duhem ne serait jamais finalement arrivé si, mettons, QS prend la place tout de suite qu'il aurait dû prendre. J'ai le feeling que, justement pour toutes ces raisons-là, justement de penser à l'avenir, puis le plan qu'ils ont en tête, les villes densifiées, le transport en commun, de voir que toutes les décisions du gouvernement sont en train de tuer leur projet. J'ai comme le feeling que si QS avait fait sa job pendant la COVID, QS aujourd'hui n'aurait pas 12-13 députés, mais on aurait quelque chose comme 40 députés à travers le Québec. Il aurait réussi à trouver son chemin bien mieux qu'ils l'ont fait, même s'ils ont gagné récemment une élection partielle. Parlant de QS, les réactions hier au budget, parce que moi, je veux saluer la CAQ d'une certaine manière, parce que je ne pensais jamais pendant la campagne électorale que c'était du vrai là, de couper les impôts. Puis je sais qu'on est encore les plus imposés en Amérique. Je sais que c'est peut-être pas des montants faramineux, mais excusez-moi, là, de voir GND travailler à ridiculiser ces baisses-là, essayer d'abord de faire croire qu'il y a un lien entre quelqu'un qui gagne 20 000, 30 000 par année et quelqu'un qui gagne 100 000. C'est quand même spécial parce que c'est la clientèle de QS, c'est lui qui semble être contre, comme ça se peut pas, alors que la clientèle de QS, prenons deux personnes qui gagnent 40 000 par année, 80 000 $ à peu près de revenus dans la famille. Donc la clientèle de QS qui a besoin de tous les dollars qu'elle peut trouver pour essayer de nourrir les enfants, ben là, eux autres, à 80 000, ils vont se ramasser à peu près avec 700 $ de plus. Et tout ce monde-là s'entend pour dire que c'est pas d'argent, ça ne donne rien. On aurait dû laisser ça au gouvernement. On aurait des meilleures écoles, on aurait des meilleurs hôpitaux, etc., alors qu'on l'a déjà essayé. C'est, la réaction au budget d'hier de la gauche est vraiment stupéfiante aussi. Là. Ben, puis c'est plus que ça. Je pense que c'est l'ensemble de l'appareil étatique, journalistique, parce que maintenant, ça ne fait qu'un. Là. C'est un monstre à plusieurs têtes. Là, la soi-disant opposition, les journalistes et... c'est ça, là, dans le fond. C'est ça, ce qui est supposé tenir le gouvernement in check. C'est ça. Et tu parlais tantôt si un parti aurait fait sa job, un parti qui aurait radicalement changé, je pense que c'est le Parti libéral. Oui. Si le Parti libéral avait une vision plus pragmatique, parce que ce que le Parti libéral aurait pu amener au Québec, dans une tradition peut-être plus économique, c'est l'impact économique de ça. Mais au contraire, on avait Mme Anglade qui doublait la mise, qui tentait de scooper le gouvernement sur les mesures débiles à implanter. T'sais. Puis, tu as vu certaines gauches en Europe qui s'étaient mieux, je pense, opposées à ça. Parce qu'en réalité, il faut revenir, ces mesures-là ont affecté de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables, Jeff. Là. Les gens les plus riches étaient dans leur chalet à travailler sur leur laptop, alors que les mères monoparentales dans Saint-Michel avec 2 enfants dans la maison qui n'ont plus de sport, puis qui sont pognés à avoir l'école sur un laptop, c'est pas en toute la même situation. Puis où était QS? Où était justement la gauche pour défendre ça, pour défendre ces personnes-là? Au contraire, ils ont imposé davantage. Ils ont enfoncé ces gens-là dans des mois supplémentaires de mesures complètement débiles. Puis après ça, ils viennent dire que nous autres, on croit, nous autres, vous pensez rien qu'à votre poche.
Ben, moi, j'y pense à ça. Là. Ben, c'est un peu ce que je comprends pas dans l'histoire du budget. Je suis pas mal plus riche qu'avant la pandémie en passant. Là. Pas dire que je suis un bénéficiaire net dans le sens que je n'ai pas eu de contrat par rapport à ça, mais dans le sens que je pense qu'on fait partie de ceux qui étaient privilégiés dans le sens que ça n'a pas changé nos vies d'un point de vue financier ou fondamentalement. Mais moi, j'y pense à ça. Là. La société telle qu'on la percevait a été changée radicalement et c'est les plus pauvres qui ont souffert de ça. Puis jamais ils vont dire ça, jamais ils vont ne serait-ce que le mentionner. Et ils faillissent constamment à leur supposée valeur, Jeff. C'est ça la gauche hypocrite radicale qu'on a actuellement au pouvoir. Ils se foutent des pauvres, ils se foutent du commun des mortels ou des familles de classe moyenne. Ce qui est important, je le dis, c'est particulièrement évident dans le cas des maires de Montréal et de Québec. C'est pas les services aux citoyens comme les vidanges ou les rues ou l'aqueduc. Ce qui est important, c'est de parler du climat puis de la diversité puis d'aller faire un show en Europe. C'est ça qui est important. Ce sont des activistes politiques de classe cégepienne. C'est ça, là. C'est ça qu'on a comme maire des grandes villes au Québec. Oh, il y a un méchant paquet. Puis les grandes villes, même les plus petites villes, Saint-Lin, Laval, grosse ville. On avait un à Ottawa maintenant qui est dans la presse, qui était très, très, très à gauche. On avait la Beaume, là, on a remboursé encore plus à gauche. La mairesse de Montréal s'est répandue Trois-Rivières maintenant. Regarde, tout le monde qui me parle, Saguenay. Oui. Je veux dire, comment ça se fait que cette gauche extrême-là réussit à avoir toutes les chaises disponibles? Est-ce qu'ils cachent bien leur jeu? Parce que, regarde, je reviens sur le budget, là. Puis le point à GND est complètement cave, là. Quelqu'un gagne 30 000, il va avoir moins d'argent avec moins de retour d'impôts que quelqu'un qui gagne 100 000. Ben oui, ça, c'est mathématique. Quelqu'un qui gagne 20 000, 30 000, presque pas d'impôts. Faut que tu paies de l'impôt pour finalement payer moins un de ces quatre. Mais comme je disais tantôt, une famille normale qu'eux devraient défendre. Moi, j'ai de la misère à concevoir ça, que pour eux autres, mettons qu'une famille qui a un cadeau de 700 $ récurrent, en passant, ce n'est pas un chèque une fois quand le premier ministre le décide, c'est récurrent année après année, donc moins d'impôts, mais ils sont encore très imposés. Moi, chaque dollar, mettons que je suis à gauche, mettons que je suis QS, moi, chaque dollar de plus que les gens que je sais qui en arrachent pour faire l'épicerie en ce moment, puis je comprends la game politique, là, que l'opposition doit s'opposer, mais ils ont été 3 ans à pas s'opposer, sacrément. Pourquoi, là, ils ne disent pas, bien, regardez, là, ce coup-là, moi, là, je voudrais que les gens que je défends, qu'au prochain budget, on donne un autre coup de barre avec moins d'impôts encore, moins de taxes, parce que là, ils sont étouffés à mort, puis ils ont de la misère à se nourrir. Les enfants s'en vont à l'école avec des tranches de pain un peu secs, du ketchup entre les deux tranches. Ça marche pas. Il faut trouver un moyen que les familles et que les gens aient plus d'argent. Mais non, à l'unisson, c'est juste une gang qui peut être riche. C'est la machine, c'est le gouvernement, c'est les hôpitaux, c'est des gens qui nous exploitent comme esclaves depuis des décennies et des décennies. Et tout le monde est dans cette armée-là. Là. Comme tu l'as dit, le monstre à plusieurs têtes, les médias. Mais je comprends pas la gauche. Comment ça que c'est nous qui défendons la veuve et l'orphelin? Je comprends plus rien, là. Non, puis le pire là-dedans, ce sont, comme tu dis, les revenus les plus bas ne sont pas tellement imposés proportionnellement. Les pires, c'est la classe moyenne un petit peu élevée. Là. Mettons 2 parents qui travaillent bien, qui ont... Il y a une braquette où tu te fais solidement ramasser par rapport à... Puis c'est ton revenu disponible après ça qui en souffre. La personne qui gagne 400-500 000, je veux dire, oui, elle paye 5, elle est dans la plus haute braquette, mais au final... son revenu disponible et discrétionnaire est quand même... Ça ne fait pas une différence, là, la baisse d'impôt ou son taux de taxation. Oui, elle aurait plus d'argent, je comprends ça, là, mais le poids fiscal a un impact disproportionné sur la classe moyenne et la classe moyenne élevée. Là. Ça, c'est clair. Comparativement, mettons, à d'autres juridictions, comme on en parle souvent, les États-Unis, d'autres provinces au Canada. Et ça se transcrit, ça se traduit par des opportunités perdues. C'est des choix d'investissement qui se font pas. Puis au final, pourquoi? Moi, je pense que ça devrait être ça, la mission principale de toute personne soi-disant à droite ou rationnelle au Québec, c'est de continuer d'exposer la fraude du modèle. Vous payez, pourquoi? Parce qu'on nous a toujours dit ça. Ouais, mais on paye beaucoup, mais on a des services. C'est faux. On n'a pas de service.
Oui, si vous faites frapper demain matin sur l'autoroute, on va vous amener à l'hôpital, à l'urgence, vous allez être traité, oui, je comprends ça. Mais la réalité, c'est que pour les dollars donnés en impôts, le retour est absolument risible. On le voit. Regardez la qualité des rues. Regardez, écoute, Jeff, la S, j'écoutais hier votre histoire sur les données que les polices n'ont pas par rapport à la SAQ. As-tu vu le nombre de chars qui se promènent sans plaque? Je comprends que maintenant, oui. C'est toi qui l'imprime ou le transit, là. Mais il y a un genre de fuck-up généralisé. Et ça, c'est la gang. Je vous rappelle, il faut toujours revenir à cet exemple-là. Là. C'est la gang qui veut gérer le climat. Là. Le climat mondial. C'est la même gang. C'est la gang qui veut gérer le climat mondial. Ils ne sont pas capables de gérer un système d'immatriculation. Au fédéral, ils ne sont pas capables de gérer les passeports. Tu sais, on parle de... On peut s'ostiner sur quel est le rôle de l'État ou quel est pas le rôle de l'État, là. Mais on peut s'entendre que ces opérations administratives-là, c'est pas mal assez simple, straightforward pour un État de cette taille-là, mais ils ne sont même pas capables de faire ça. Jeff, ils ne sont même pas capables, il faut que je leur plug encore parce que c'est l'exemple ultime, ils ne sont pas capables d'exploiter un seul traversier ou deux quand l'autre marche sans le crisser dans le quai une fois par trimestre avec un monopole. Donc, ces gens-là, tu me dis que ces gens-là vont gérer le climat et c'est complètement débile. Il faut constamment, si vous voulez avoir un impact là, dans votre milieu, continuer de ramener ces exemples-là. Il faut que ça rentre dans l'inconscient collectif que la machine, le modèle québécois qu'on vous a proposé, c'est une fraude pure et simple. Hey, 200 000 motos avec la SAC. Parce que les motos, la majorité des propriétaires payent des plaques à moitié de l'année parce qu'ils ne veulent pas payer dans le beurre l'hiver, ils ne s'en servent pas. Donc là, le renouvellement comme automatique, c'est... Ben, en fait, il n'est pas automatique, justement. Justement, ça se fait partout ailleurs, dans n'importe quel secteur, que tu peux payer en récurrence par mois ou encore par trimestre, sauter des mois, etc. Les systèmes de paiement sont faits que tu peux faire ça très facilement. Mais à la SAC, il y a 200 000 gars de moto qui vont vouloir remettre les plaques sur leur moto qui vont être fourrés. Là. Donc, c'est... Non, c'est le chaos à la grandeur. C'est le chaos à la grandeur. Et il y a encore des curés qui veulent continuer à nourrir cette bête-là en espérant, je ne sais pas. Tu sais, je te le disais dans le Prime ce matin, on est passé de 63 milliards de dollars en 2010. Aujourd'hui, on est à 145 milliards avec tous les transferts et tout. Donc, on est à plus que le double de ce qu'on avait il y a 12 ans. Et on dirait que c'est plus chaotique que jamais. Donc, il y a du monde qui se font... Je ne sais pas, là, je ne suis pas dans la conspiration en pensant qu'il y a du monde avec soit des hauts fonctionnaires ou des politiciens qui s'en vont quelque part dans une île qui ramassent un sac Adidas bourré de cash. Là. Mais je commence à me demander en sacrement où c'est que le cash s'en va. Donc, à ce niveau-là, moi, j'aime autant qu'il soit dans les poches des familles, dans nos poches à nous autres, que les donner à eux, parce que cet argent-là, même pour les plus riches, même les millionnaires, parce qu'au moins, s'ils ont 800 de plus, je sais qu'ils vont aller à la crèmerie, je sais qu'ils vont aller dans un McDo, je sais qu'ils vont aller dans tel restaurant, ils vont probablement le dépenser en plus, donc il va se ramasser dans l'économie. Parce que quand il se ramasse au gouvernement, on a l'impression que ce cash-là disparaît. Je vous pose une question. Hier, dans le budget, il y avait 5,6 milliards de fricot. 5,6 milliards sur 5 ans qui va servir au déploiement du plan santé de Christian Dubé. OK, on s'en reparle dans 5 ans. Est-ce que le 5,6 milliards, on va s'apercevoir qu'il a servi à quelque chose? 5 600 millions, Joe. Sur 5 ans. Ouais, écoute, et ça, il faut que ça soit suivi d'action, dans le sens, est-ce que, par exemple, les médecins vont avoir le droit de... Il y a des choses qui ne coûtent pas très cher là-dedans, là. Est-ce que les médecins vont avoir le droit de pratiquer à la fois dans le public et dans le privé? Par exemple, des chirurgiens. Tu l'as dit à plusieurs reprises que des chirurgiens, des fois, ne peuvent plus opérer pour différentes raisons, mais ils opéreraient peut-être au privé s'il y avait l'occasion. Moi, on me dit même qu'il y avait des chirurgiens qui démissionnaient le vendredi pour opérer toute la fin de semaine pour finalement se faire réengager dans le public la semaine d'après. Donc, il y a des choses, je pense, fondamentales qui ne nécessitent pas une partie substantielle du budget du Québec, mais à la base, c'est une question de principe. Est-ce que tu crois que le privé est plus efficient pour rendre des services? La réponse, c'est oui. Je veux dire, la démonstration, elle est claire, elle est nette. Et à partir du moment que tu continues de croire que l'État veut tout gérer, et ça, on s'entend que c'est 125 députés sur 125 qui croient ça actuellement, ben on ne sortira pas du trou. Puis c'est pas avec une espèce de privatisation de façade comme fait la CAQ que ça va changer. On va donner le bénéfice, on va leur donner l'opportunité de voir ce que ça peut. Puis moi, je veux saluer une autre chose, te parler des baisses d'impôts. Oui, moi, je n'étais pas certain qu'elle allait les livrer, par exemple.
Mais une autre affaire, j'écoutais récemment la gauche radicale, justement, QS, demandait, Jeff, un moratoire sur les claims miniers au Québec. Ça, c'est la gauche qui veut tout électrifier, là. Ça prend une transition plus rapide. Mais là, ils ne voulaient plus qu'on donne de nouveaux claims miniers au Québec. Et avec raison, la CAQ a dit non, fermez la porte tout de suite. Non, c'est pas vrai que pour des raisons, le Québec, c'est une des plus grosses juridictions minières au monde, en passant. Là, on n'en parle pas souvent, mais c'est une des plus grosses juridictions minières au monde. Et le fait d'avoir, ne serait-ce qu'accordé de l'attention à ça, je veux dire, ça enverrait un message incroyablement négatif. Non, mais c'était pour les chars électriques, Joe. C'était pour les chars électriques, puis t'es contre les nouveaux projets miniers. T'es un Christ de cave, là. Non, parce que regarde, actuellement, il y a une espèce de ruée vers l'or pour le lithium dans le nord du Québec. Puis là, on se rend compte que finalement, ces gens-là, ça, on l'a toujours dit en passant. On savait que l'ultime étape, la destination, c'était la guerre à l'auto. C'est pas l'électrique. On a vu le pivot s'en venir. Et là, on commence à le voir. Ils commencent à dire, ouais, mais finalement, on n'aura pas assez de lithium. Finalement, ça prend pas d'auto pantoute, là. Fait que ça, c'est ça l'histoire. C'est ça la ligne directrice de la gauche radicale. Mais au moins, tu sais, on peut critiquer Fitzgibbon sur bien des affaires, mais l'idée de construire des barrages, moi, je suis 100% derrière la CAQ, derrière ça. Le Go for it, ça, c'est un vrai projet de société. Même chose. Même chose de mon bord. Go pareil, for it, pareil. Go! Fitz, là, I'm in. Ah oui, go. Hey, thank you, Joe, c'était le fun. On était sur Prime également pour les gens qui veulent, qui sont membres ou encore qui veulent s'inscrire. Allez sur radiopirate.com. On va en parler mercredi prochain avec Joe. Ce qui s'en vient, le vestiaire, on a Les qui est là et le Dodu. Et on a Éric Duhem plus tard dans le dernier bloc qui va nous parler du budget d'hier, le budget logo. Donc, hâte de voir ce que le chum Éric aura à dire là-dessus. On revient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% Pirate. Through the center zone for Montreal. And the pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corpo. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Oui, on est avec les boys. Aujourd'hui, on a le Dodu en direct de l'ouest de la Florida. On a le croisiériste, notre chum Les, qui arrive justement d'un petit 4 jours en Floride de pauvre. Encore? Avec 4 gars plus pauvres que lui, 3-4 gars plus pauvres que lui, donc il a fait un beau tour. Vous êtes salués, les boys. On commence tout de suite, tiens. Est-ce que le coach Marty a bien fait de mettre en pénitence et d'humilier un gars fragile dans le coco en plus, un gars qui est payé des millions et Drouin, reconnu, by the way, par plusieurs gars qui ont été dans l'organisation pour être un gars qui est toujours un peu en retard. On a 2 points de vue, là. Dodu semble vouloir pencher d'un bord et Les de l'autre bord. Allons voir qu'est-ce que les gars ont à dire. On commence par Les. En tout cas, salut les boys. En tout cas, moi, l'affaire, là, que, tu peux pas humilier un de tes joueurs comme ça. Que tu le fasses pas jouer, tu dis, regarde, t'es arrivé en retard 2 minutes. Là. Il a pas manqué le meeting. Là. Puis il était pas, probablement qu'il n'était pas sa brosse non plus. T'sais. Qui n'a pas été déjà en retard dans un meeting ou dans un rendez-vous à quelque part? Voyons donc. 2 minutes. Puis là, l'affaire, c'est que je ne sais pas si c'est ça, mais il s'est défendu en disant j'avais pas assez de gars. Ça prend un minimum de gars sur le banc, puis c'est pour ça qu'il était habillé. Il était sur la route, il y avait un minimum de joueurs sur la route pour être capable de jouer. Ça, il prenait 20 gars. Hey, quand tu joues dans le show, là, puis Laval, là, c'est pas à l'autre bout du monde. C'était Tampa Bay. Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Un vol Laval-Tampa Bay, il y en a 10 par jour. T'en fais monter un, là. Tu l'insultes pas devant tout le monde. Hey, puis les caméras, là, étaient tout le temps dessus. Ça n'a pas de bon sens, là. Bon, ça, c'est les caméras qui sont câbles. Ouais, mais la beauté de l'affaire, c'est que c'est Jake Allen qui l'a dit. C'est il dit, sais-tu quoi? Il dit, il a resté positif. Il a ri.
avec ses chums, puis il faisait des feedbacks sur leur powerplay, quoi faire. Mais lui, il touchait pas à la glace. S'il a fait ça pour vrai, là, je lève mon chapeau. Parce que moi, j'ai déjà resté une période sans jouer. C'est frustrant en tabarnache. Lui, c'est toute la game. Ouais, mais c'est entendu d'avance. Faut comprendre là, que le Canadien jouait en Floride 2 jours avant. Ils ont mangé, c'était la game que c'était 7-3 après. Je pense qu'il restait 8 minutes en première. Puis ils ont eu un blessé qui est arrivé dans ce match-là. Là, le lendemain, c'était comme pas sûr. Vas-tu jouer, vas-tu pas jouer? Là, finalement, il ne pouvait pas jouer, Puis il faut comprendre, là, il y a des limites de rappels que tu peux faire. Tu peux faire des rappels d'urgence. Mais là, le Canadien, ils en ont déjà des rappels d'urgence, là. Si je ne me trompe pas, il y en avait déjà utilisé quelques-uns, puis tu ne peux pas en utiliser. Fait qu'il y avait vraiment une situation administrative qui t'empêchait de faire ça. Puis en plus, le gars blessé, c'était comme, vas-tu jouer, vas-tu pas jouer? Je suis d'accord avec toi. Fait qu'est-ce que tu fais, Les? Je suis d'accord. Il faut que tu pénalises ça. Puis en plus, les gars avaient de l'air de s'être bien entendus parce que Martin Saint-Louis l'a dit après le match. Il dit, on a des choses qui sont non négociables. Il dit, j'ai parlé avec Joe. Moi, Joe, ça fait 1 an à peu près que je travaille avec parce qu'il est revenu après, l'année passée, il avait manqué du temps. Il dit, c'est un gars que j'adore. Puis en plus, regarde, laisse. Il a scoré son 2e but de l'année hier. Il jouait un bon match. Il jouait du bon hockey, Drouin. Là. Il a 27 points en 20 matchs, je pense, ou 21 matchs depuis un petit bout. Mais pour moi, c'est inconcevable que ça reste non puni. Est-ce que ça aurait été mieux de le mettre sur la passerelle? Ben, c'est sûr que oui, mais moi, une situation administrative fait que tu peux pas. Sais-tu que j'aurais fait, moi? Si, mettons, là, tu me dis qu'ils ont eu une entente, se sont parlé avant, puis il n'y a pas de chicane, là. Moi, je dis à Joe Drouin, je dis, regarde, à soir, je suis obligé de t'habiller, OK? Mais je te fais pas jouer parce que, tu sais, il y a des jeunes, puis je veux montrer aux jeunes comment ça marche. Mais je te laisse pas sur le banc. Tu fais un shift, tu te blesses, puis tu t'en vas. Puis on rit pas de toi, puis t'es pas pogné sur le banc à ton ancienne équipe en plus. Hey, si boire, là, arrêtez, là. Il y a des affaires qui peuvent se faire, là. Tu sais, il tombe. Tu rentres d'une mascarade, là. Ben, c'est pas grave, tu tombes, puis tu t'en vas. Il n'y a pas personne qui sait ça, là. C'est 2 personnes dans un bureau qui savent ça, là. Au lieu de te laisser dans le milieu du banc. Ça peut pas être 2 personnes dans un bureut. Si tu fais ce plan-là, il faut que tous les gars le savent. Sinon, l'histoire que tu veux montrer l'exemple, tu ne le montres pas. Puis si tu veux le dire à 20 gars, ben c'est sûr que ça va couler à un moment donné, là. Je sais pas, là, mais... En tout cas. Hey, by the way... moi, j'aurais fait ça autrement. Ouais. J'aurais fait ça autrement. Je suis d'accord avec toi. Moi je suis... je n'étais pas d'accord. Ben, j'ai trouvé que le texte à Régent était très bon, mais sauf que je suis pas d'accord sur le fait que si tu veux bâtir une culture de gagnant, ça passe par un paquet de petits détails. Et surtout quand tu es un vétéran maintenant, puis que tu gagnes des millions, puis que tu es dans un club c'est quasiment un club de la Ligue américaine, puis qu'il y en a là-dedans qui aspirent à faire partie de ce nouveau club-là qu'on est en train d'essayer de bâtir. C'est un paquet de petits détails. Bill Belichick, là, d'après moi, si tu arrives en retard, tu joues pas bien. Gronk arrive en retard, il va être là sur le terrain, il va juste bloquer, il n'y aura jamais la balle. OK? Il n'y aura pas de passe pendant ce game-là parce que le gars que Claudie, il veut gagner, puis c'est pas pour rien qu'il gagne, parce qu'ils craignent, ils ont peur de lui. OK? Donc, ça, je sais que c'est différent par rapport à notre époque. Je sais que c'est différent par rapport à il y a 35 ans. Je comprends qu'aujourd'hui, on est dans un autre... Mais c'est un paquet de petits détails. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais signé un gars, il doit y avoir des ligues à tempo, là, pas pire. Là. Tu signes un gars pour une game, tu l'habilles avec un kit du Canadien, tu lui dis, gars, tu vas jouer un match de la Ligue nationale dans ta vie, mais tu ne verras pas de glace. Puis l'autre, tu le laisses dans une loge. Ça, je suis d'accord avec ça. Ils font ça avec des goalers. Ils peuvent faire ça avec un joueur. Ben oui, ils peuvent le faire. Puis lui, là, puis Vincent Lecavalier, là, ils viennent de ce coin-là. Ils doivent connaître du monde, c'est sûr. Là. C'est sûr qu'ils en connaissent. C'est ça. Oui, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment poche. Puis, il a très bien répondu hier. Le goal qu'il a fait, là, c'est vrai qu'il lance plus beaucoup, mais il dit là, j'avais pas le choix de la passer. Là. J'étais tout seul. Là. Ça fait que j'avais pas le choix de shooter. Là. Il a shooté, mais le goal qu'il a fait, là, c'est tout qu'un goal. Là. Le goaler mesure 6 pieds 6. Il est direct en face, puis il passe ça par-dessus une épaule. Hey, wow! On va le prendre. C'est le 17e en 4 ans. On va le prendre. Ça veut dire... Mais... Non, arrêtez, là. Drouin. Vas-y, Jerry, là, les gars. Arrêtez. Drouin. Moi, là, si Bergeron arrive... Bergeron à Boston, lui, il peut arriver en retard. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu soupaises aussi le joueur, là. Ça, je suis d'accord aussi. Mais il arrivera pas en retard. Drouin, là, je m'excuse, là, c'est un...
Tu sais, un char là, que tu veux pas qu'il avance, là, le gars, il met une patente après la roue. Là. Un sabot de Denver. Un sabot de Denver. Drouin, c'est un sabot de Denver pour le Canadien. Là. Christophe, Drouin, on l'aurait voulu qu'il parte. Là. Ouais, mais à 1 million l'année prochaine, je le garde. Je le garde, c'est sûr, à 1 million. Il va-tu prendre la place à quelqu'un? On a 5 de blessés, là, nos jeunes. Là. On a 5. Là. Ouais. Christophe, là. Il va-tu prendre l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. Moi, là, ça, c'est personnel. Moi, je mets chaque joueur dans une balance. Drouin, je m'excuse, là, il pèse pas pesant. Là. Il est pas pesant là, dans la patente. Là. Donc, Drouin, tu le mets dans la balance, il pèse absolument rien dans la balance. Fait que Drouin, là, on peut le toaster un petit peu. 17 buts en 4 ans. 17 buts en 4 ans, 1 but en 10 matchs en play-off. 6,5 millions. Merci, bonsoir. Ouais, mais... Tu vas t'asseoir, puis Christophe, puis on va te dire quand jouer, toi. C'est pas Gretzky, Calvas. Ça veut dire, c'est pas à un moment donné, c'est pas Ovechkin non plus. C'est Drouin, là. C'est un sabot Denver qu'on a après le char. Et Pierre Gervais dit que c'est un gars qui arrive en retard souvent. Oui. Ben oui. Puis même si ça l'était, Jerry, là, je lisais une patente de José Théodore un matin. Là. Parce qu'il est francophone, Calvas. Parce qu'il est francophone de oui, oui, c'est beaucoup si ça. Drouin, c'est un Russe. On s'en calisse. Si Drouin, c'est un Russe, ils vont dire, hey, c'est une maudite bonne affaire, on va le caser, le maudit Russe. Ben oui, c'est sûr. Ouais, mais où je m'en vais avec ça, là, c'est que même si c'est tes gros joueurs, si tu veux bâtir une équipe gagnante, t'as pas le choix. Théo, qu'est-ce qu'il disait? Il disait dans le temps, là, avec les Capitals, là, Mike Green, un jour de match, les gars font un morning skate le matin. Calvas, il est arrivé pendant que les gars sortaient de la douche après la pratique, un peu chaud, d'après moi, un peu chaud d'ail. Ça n'a pas été mentionné, mais j'ai comme l'impression que c'est un peu ça. Ben moi, by the way, je suis déjà allé le chez gros eux. Bruce Boudreau avec ses taches de moutarde sur ses chemises, là, ben, le soir, il l'a fait jouer, power play, temps de glace normal, pas de problème. Ben, les Capitals, ils ont gagné quand Mike Green n'était plus là, puis quand que le coach, c'était Barry Trotz. Fait qu'à un moment donné, des gars de même dans tes équipes, superstars ou non, oh oui, les gars gagnent des millions, le coach gagne tout moins qu'eux autres. Oh ouais, je comprends, là. Mais à Tampa Bay, là, puis le Canadien, ils ont battu hier, mais ça a été un bon match. Je pense que le Canadien surprend. C'est une bonne game. Mais je veux dire, le coach de Tampa Bay, il y a quelques semaines, là, tout le monde pensait qu'elle allait se faire crisser dehors parce qu'il a mis sur le banc en troisième période Stamkos, Point puis Kucherov. Ben, depuis ce temps-là, ils ont un stretch pas pire, puis ils vont rentrer dans les playoffs, puis les gars sont sur la même page. À un moment donné, pour construire tu n'avais pas le choix de ne pas faire jouer. Tu étais obligé de l'habiller, pas de problème. À un moment donné, peu importe c'est quoi le nom, peu importe c'est quel salaire qu'ils gagnent, les équipes gagnantes, il n'y en a pas de différence de un à l'autre, puis c'est la même chose pour tout le monde, puis c'est comme ça que tu bâtis une culture, c'est tout. Là. Mike Green laisse... on est surpris de savoir qu'il arrive en retard, puis chaud d'ail un peu aux pratiques. Ben oui. Ça fait plusieurs années. Nous autres, on va voir la game, puis on est tout seul dans l'auto, mais ils nous envoient l'adresse. Il restait sur le campus de l'université de Georgetown. Oui. Sur un penthouse en haut. OK. J'ai dit, on n'a pas de clé pour rentrer. Brash, j'ai dit, non, oublie ça, les clés ici. Là. Il dit, lui, la domotique. Là. On est rentré. La place était déjà pleine. Et lui, il n'était pas là? Lui, il n'était pas là, il était dans la douche. il venait de se faire crisser une volée en séries éliminatoires en plus. Oui. Il prenait l'avion le lendemain matin pour s'en aller. Je me souviens plus contre qui il jouait, mais la place était pleine. La place était pleine, on avait du party, pas pire. Il y avait une galerie à l'extérieur, là, vue sur la ville. C'était tellement immense. Là. Il y avait un cinéma, mais il y avait un ciné-parc dehors. Ça n'avait pas de bon sens. Il a fini comment, lui, Mike Green, d'ailleurs? Je sais pas, mais sûrement que il a joué à Détroit. Il a fini à Détroit. Mais il a joué à Edmonton aussi. Il s'était fait échanger la dernière année, mais ça fait quoi? Sa dernière saison, je pense que c'était avant COVID. Là. C'est 2019-2020. Mais lui, d'après moi... C'est fini à partir de ce moment-là. Mais lui, d'après moi, il n'a pas peur des billes à la fin du mois. Là. Il a fait de l'argent un peu. Là. Ah, c'est sûr que non. Si brillant. Ben oui. Allez, by the way, boy, je peux-tu vous compter? Je suis allé voir le Canadien jeudi, moi, en Floride. Oui, j'ai pensé à toi. J'ai dit, c'est sûr que l'Est est là. Ouais. Ils se sont fait défoncer, pas pire. J'y vais avec 4 énergumènes. Fait qu'on est pogné dans le trafic. On arrive 4 minutes en retard. Ben, pas trop, on avait les billets. Puis on écoutait de 4 minutes à la fin de la première période. Moi, je reste assis. Eux s'en vont chercher de la bière. Là, je regarde d'en bas dans l'escalier. Il y en a un qui me fait signe, viens-t'en. Ah, je vais où, moi?
Il dit, c'est fini, on s'en va. Il dit, il n'y a plus de match. Hein? On est resté une période. Non, il dit, on ne peut rien faire ici, là. Il dit, on va ailleurs. Ouais. Et vous êtes allé où? Au Boatyard. OK, ouais. Pas trop loin de là? Pas trop loin de Lauderdale, loin, pas loin, là. Pas loin du c'est pas loin du PF Chang, non? C'est pas ça? Exact. Oui, c'est ça, en descendant. C'est pas pire aussi. Oh oui, c'est correct, ça. On a écouté la game à l'écran, mais on avait des billets. Hey, dis-moi donc où est-ce qu'on est rendu avec ça, là, les playoffs. Justement, parlant des Panthers, ça semble être l'équipe qui est le mieux positionnée pour pas juste faire les playoffs, mais il y en a une coupe. Tu sais, je regarde, Pittsburgh est en train de manquer de gaz. Les Islanders, ça commence à faire de l'huile un peu. Finalement, les Panthers, s'ils continuent de même, on parle des 2 dernières semaines, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 2 semaines, même chose avec Dodd, on en a parlé la semaine passée, mais ça a changé vite. Là. Les Sabres sont sortis quasiment. Ottawa, ça va plus ou moins. Sacrément. Ottawa, il n'embarque pas, c'est sûr. Je pense pas. Les Islanders, ils viennent d'en coller 3 en ligne. 3 victoires. Ça ils surprennent en tabarouette. Ils sont 7-2-1 le 10 dernière. Quand même. Ils sauvent la patente, là. Mais c'est quoi, même si eux embarquent, tu vas me dire, il faut embarquer dans les playoffs, je suis d'accord, faire une ronde de playoffs, mais cette année, là, ça va être, dans l'Est, là, ça va être tough. Là. Parce qu'il va y avoir des Boston, Tampa Bay, très bon, là. Puis la Floride, pas mauvais. Puis la Caroline, c'est puissant. C'est puissant. Sauf que la Caroline n'a pas perdu un gros joueur, là? Oui, ils ont perdu Svechnikov le reste de l'année. Mais ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est un concept d'équipe, eux autres. Là. Ils sont bien bâtis. Là. Ça tourne pas alentour de 2-3 joueurs. Tu sais, regardez le Lightning hier. Là. Ça tourne pas alentour de 2-3 joueurs. Là. Tu sais, les 3 premières lignes sont pas pires. À la défense, sont pas pires. Le point d'interrogation cette année, dans mon livre à moi, c'est Vasilevski. Il a connu un bon début, mais tu sais, le shot à Drouin hier, là, normalement, t'arrêtes ça. Là. C'est un goaler comme ça de premier plan. D'après moi, c'est le meilleur de la ligue. Oui, mais il y a souvent des matchs bizarres, mais dans les playoffs, oui, c'est vrai. Tombe sur ses pattes. C'est vrai, mais exactement. Faut vraiment... Faut vraiment qu'il revienne sur ses pattes. Puis, by the way, j'ai parlé à un gars qui vire beaucoup alentour du Lightning, qui est le fils à Alain Côté. Oui. Puis, c'est Jean-Philippe, c'est ça? Jean-Philippe Côté. Lui, zéro stress. Là. Il a eu une baisse, c'est le coach. Puis il dit, Eric, le coach, là, c'est un avocat. Il n'a pas bien joué au hockey. Mais lui, là, c'est un player's coach. Dis-toi que s'il les a mis sur le banc, là, il lui a dit pourquoi. Puis les gars, ils n'ont pas un mot à dire. Puis il dit, il a le contrôle de sa chambre, puis il dit, je comprends pas pourquoi il y a des journalistes, mais il dit, ça va toujours rester des journalistes, mais les journalistes ont commencé à dire, ouais, mais là, le coach du club école, qui est un Québécois, Benoît Groux, ça se peut que ça soit le temps que ça soit sa première chance dans la ligue, avec une bonne équipe de même. Hey, le gars, là, ça fait 3 ans qu'il gagne. Ben oui, quand même. Arrêtez, un coach, là. Ben oui, c'est ça. Non, les gars ont répondu solide à part de ça. Là. Kucherov, je pense, il y a une stretch de comme 25 matchs à domicile de suite avec au moins 1 point. C'est un autre... On comprend pas. On n'est pas capable... Je veux dire, honnêtement, le génie de Julien Brisebois, c'est pas assez parlé. Là. Hey, le gars a ramassé Brandon Hagel l'année passée. Ah oui, il a payé cher. Oui, il a payé cher. Le gars va en scorer 30 encore cette année. Il gagne 1,5 million. Cette année et l'année prochaine. Le gars joue sur le premier trio. Je veux dire, à un moment donné, le gars fait des miracles avec ce qu'il y a dans les mains. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont écrit qui ont vu les Panthers, parce que c'était la relâche, ils sont allés voir une coupe de game, incluant celle du Canadien. Puis les gars m'ont écrit, m'ont dit c'est dur à comprendre que les Panthers ont eu une année où ils sont en train de se battre de rentrer dans les playoffs. Il dit ça joue du hockey pour vrai. On dirait que c'est premièrement solide. Ils rentrent comme des trains. C'est quoi qui n'a pas marché pour les Panthers? Encore défensivement. Tu sais, Bobrovski, il y avait Spencer Knight, Bobrovski, on ne savait pas de quel bord, mais ils n'ont pas connu des grosses saisons, les deux. Puis défensivement, ben oui, ils sont corrects, mais c'est pas un top 6 de défenseurs. À l'attaque, ils sont incroyables. On aimait tous Huberdeau, c'est un Québécois. L'année passée, il a connu sa meilleure carrière. Mais le gars qu'ils ont eu pour Huberdeau, c'est exceptionnel. Ce qu'il fait. Lui, là, il n'y a pas de dentelle dans son jeu. Il s'en va à l'avant du net. Puis je sais pas comment ce qu'il y a de points parce que je n'ai pas regardé, là, mais il est dans les top. Il y a une bonne saison. Très bonne saison. Il va battre l'année passée. C'est ça. Rendu à 96. Là. Mais lui, là, sa game est facile. Là. Je l'ai regardé. Je suis allé dans le temps des fêtes puis je suis allé dans la première période. Lui, c'est facile. Lui, il s'en va à l'avant du net puis il ramasse les garbage goals.
Puis, tu sais, il joue avec Barkov, il joue avec des bons joueurs, mais il est là où ça fait mal, puis tu comptes, puis c'est ce qui lui manquait. L'échange est incroyable, c'est un vol, là. Tu sais, quand on a regardé ça, mettons, avec du recul cet été, on se disait... Dodu l'avait dit, Dodu l'avait collé. Moi j'avais collé. Ah, c'est un vol. C'est un vol, puis en plus de ça, il est jeune, c'est 2 jeunes, fait qu'il va être là longtemps. Puis c'est un gars qui a l'air à aimer jouer, fait que c'est un vol, là. Puis ça, c'est ce qui lui manquait. L'année passée, il y avait toute une saison, là. Oui. Mais cette année, regarde, c'est bon, là. Un qui lui manque en arrière, là, c'est Mackenzie Weegar qui l'ont échangé. Ça paraît, là. Tu sais, en arrière, là, sur le powerplay, c'est... Ça s'appelle Montour. Montour, il est bon, mais l'autre qui est avec le droitier, il est bon aussi. Ekblad. Mais lui, il a manqué beaucoup de matchs cette année aussi. Oui, il y a beaucoup de blessés. Mais défensivement, ils ont eu quand même pas mal de blessures. Défensivement, Ekblad, là, ça ressemble à Chabot. Là. Go, on pousse. Qu'est-ce qui est arrivé avec les Sabres pour qu'ils jouent de même puis ça tombe de même pour une gang de jeunes? Pittsburgh, je peux comprendre. Les gars sont vieux, la saison est longue, manque un peu de gaz. Buffalo, jeune au bout, spectaculaire, gros joueur, Thompson. Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné que ça tombe de même? T'as-tu? Ben, je pense que le cédule était tough aussi, là. Honnêtement. Ils ont pogné, ils ont mangé une volée contre Boston, ils ont mangé une volée contre Dallas. Puis là, ben, à un moment donné, ils pognaient quand même des équipes difficiles à jouer contre versus d'autres équipes où le cédule était peut-être un peu plus facile. Ça reste un club jeune, là. Exact. Buffalo, Buffalo, il n'y a pas beaucoup de vétérans là. C'est très jeune, puis ils ont de la place. C'est l'équipe qui dépense le moins sur le cap cette année à date, là. Fait qu'ils ont bien de la place à s'améliorer les prochaines années, mais ça reste un club jeune. Fait que là, tu arrives, puis là, tu pognes des équipes qui veulent justement prendre un air d'aller pour les playoffs. Puis là, tu arrives, puis là, tu pognes des Toronto, puis des Tampa Bay, puis des Panthers, puis tu repognes Boston, puis tu pognes, à un moment donné, ça te rattrape un peu, je pense, la jeunesse. On le sait, là, le calibre de hockey, ça augmente après le match des étoiles jusqu'à la fin de l'année, puis après la date limite. Je pense qu'à un moment donné, c'est juste peut-être l'inexpérience un peu. Tu pognes des bons clubs. Ils ne sont pas encore là, mais l'avenir est solide. Après Noël, ça change la Ligue nationale. Puis, tu sais, on trouvait bon Thompson, hein? Oui. Thompson, il faisait des jeux, il était vraiment spectaculaire. Mais là, depuis 3 mois, 3 semaines, 1 mois, là, on le voit moins dans la light. Là. Ouais. Parce que là, les games veulent dire quelque chose avec les équipes contre qui tu affrontes. Là, c'est sûr que lui, il est sur la première ligne du plan de match de l'autre équipe. Là. Il est jeune. C'est sûr que ça Dodu l'a dit, ils sont jeunes, puis un peu de manque d'expérience. Puis là, les games se resserrent tellement. Y a pas on l'a vu hier avec le Canadien puis le Lightning. Le Canadien n'a pas de club. Là. Pas de club, mais ils sont capables de gagner pareil. Ils ont été capables de jouer contre eux autres hier. Là. Ça me surprend. C'est l'enfer. Ça, là, c'est ce qui me surprend même dans beaucoup de sports. Entre d'abord, les gars qui sont là, la différence entre la Ligue américaine, puis je comprends qu'il y en a une, mais tu vois que même avec des jeunes qui ont du jus en masse, tu es capable de jouer avec des meilleurs clubs, et même de gagner, ou même au pire de perdre en prolongation. C'est pas si loin que ça, la différence entre un club ordinaire et un excellent club. C'est très mince. Exact. Mais hier, là, on n'en parle pas beaucoup, là, parce que c'est le 2e gardien du Canadien, mais dans mon livre à moi, c'est le premier. Là. Montembeault, là, hier, là, il a fait des saves incroyables. Là. J'espère qu'on va au moins l'étiqueter comme premier goaler à un moment donné. Là. Parce que c'est lui, à toutes les fois qu'il embarque. Oui, il y a eu des... Jake Allen a connu une couple de grosses games. Là. Ils ont chacun connu une mauvaise game dans la même game contre les Panthers. Là. Mais généralement, les 2 goalers pour le prix qui coûte sérieusement le job. Moi, j'en donnerais plus à Montembeault. Mais je comprends. Peut-être qu'à un moment donné, on est dû pour avoir un... Mais le problème, tu sais quoi? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres. Le gars qu'on pensait qu'il allait devenir un gars NHL, il n'est pas un. Là. Il ne sera probablement pas. Mais c'est pas le premier club qui va en Floride puis qui arrive 2 jours avant la game qui sortent flat. Là. Hey, les gars, là, penses-tu qu'ils se sont couchés à 10 heures? Semaine, 2 semaines de... on a vu là, ce qui s'est passé à South Beach avec les meurtres et tout, là, ça brasse en sacrament. Ça brasse là. Donc, c'est facile pour les boys de l'échapper un peu. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé, là, voyons donc. Puis je dis pas que Drouin, c'est à cause de ça qu'il est en retard, là, mais c'est pas couché à 9h15. Là.
Hey, Chris, l'être humain, c'est l'être humain. Excuse-moi, mais ce que j'ai lu un matin, là, puis c'est incroyable, ce qu'ils ont fait à Gallagher. Gallagher, c'est un drôle c'est un bizarre d'individu, ça. Lui, il voulait, pour le team spirit, il savait qu'il leur revenait, il a demandé au DG de suivre l'équipe en Floride. Ah oui. Puis là, lui, l'équipe, probablement qu'il savait ou savait pas, que sa blonde était déjà là en Floride ou allait le rejoindre. Ils ont dit non, t'es blessé, tu restes à la maison. Tu parles d'un énergumène, toi. Il est particulier. Hein? Hey, mais j'ai une question pour toi, Les. Ouais. Toi, là, quand tu revenais d'une blessure, moi, j'ai eu une grosse blessure dans ma vie, là, dans ma carrière de hockey. Là. La première game que je reviens, habituellement, c'est pas ce game-là qui me manque de gaz. Hier, Gallagher, ça avançait pas plus que ça avançait pas il y a une couple de mois. Là. Ça fait 2 ans qu'il est... Jeff, il me l'a fait remarquer. Ça fait 2 ans qu'il est sur le cul. Puis ça fait 2 ans qu'à la fin de son chiffre, là, il se pile sa langue avec ses patins. Oui. Hey, il manque tout le temps de tomber. Il manque toujours de tomber avant de rentrer dans le banc. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est toi qui me l'as fait remarquer. Mais c'est vrai, à la fin du chiffre, là, il est plus capable. Il n'y a plus de cardio, quoi. Non. Puis hier, justement, Martin Saint-Louis a dit d'une bonne affaire. Je sais pas s'il visait Gallagher, mais il dit quand tu vieillis dans ce ligue-là, pour rester top, il faut que tu changes tes façons de t'entraîner. Il dit moi, quand Stamkos est arrivé à son premier camp d'entraînement avec moi, il patinait vite en ciboire, là. Fait que là, je me suis dit, va falloir, si je veux tenir ce rythme-là, il va falloir que je m'adapte et que je fasse d'autres choses d'entraînement pour rester là. Il dit, si tu fais pas ça dans ce ligue-là, les jeunes arrivent. Oublie ça. D'après moi, il visait Gallagher, puis Gallagher, c'est plus capable. Là, tu vois Harvey Pinard, il patine à 100 000 à l'heure. Il fait le même job que lui, puis lui, il veut rembarquer tout de suite. Tu vois bien que ça marche pas, là? Alors, il a joué 14 minutes hier, LS. Retour de blessure. Tu dis, il y a l'adrénaline dans le plafond, ça va patiner à côté. Même affaire. Des déchets des culottes, déchets 3 paires de culottes dans la game hier à tomber à terre, puis pas capable. Tu sais, c'est incroyable. Ben lui, c'est fini. Thank you, boys. Moi, les gars, là, juste avant de finir, si vous m'aviez dit, il faudrait qu'on ressorte le tape. Là. Au début de l'année, on avait dit comment ça va être la saison. Moi, de mémoire, j'avais dit, d'après moi, on va être capable d'aller chercher 30-35 victoires. Parce que l'année passée, je pense qu'on avait eu comme 22 ou 23. Si vous m'aviez dit qu'on était à 28 avec 10 games à jouer, avec toutes les blessures que le Canadien a eues, là, je vous aurais pas cru. Là. Avec pas de Caulfield qui était le seul. Hey, Caulfield, c'est encore le premier buteur de l'équipe. C'est encore lui qui a compté le plus de buts. Ça fait 2 mois qu'il joue pas. Ça fait 4 mois qu'il ne joue pas. Ben là, c'est l'amuseur public. Là, ça a l'air que tout le monde, quand sont down, c'est Cole qui arrive qui fait rire. Donc, ça a l'air en plus que c'est un bon yob, tant mieux. On a un bon que nous autres. Mais l'équipe, thank you, Les. L'équipe du Canadien, dans 2-3 ans, ça va être une puissance dans la ligue. Là. Ah, tu me fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. Hey, les défenseurs qu'on a, ce qui arrive, on va en avoir 7. Oui, monsieur. C'est des premiers et deuxièmes défenseurs dans 2-3 ans. Ça va être malade, là. Pas besoin de goaler. L'échanger, là. Mais ça nous prend un goaler. Ouais, mais avec une défensive de même, Jeff, là, on va... Il est tombé dans le piège! Il est tombé dans le piège! Il s'en est pas rendu compte! OK, voilà pour le vestiaire. Salut, boys. Salut, Les. Salut, Dodu. Thank you, man. Le vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. 100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Ouais, on n'arrête pas ben. On est rendu à Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. La dernière fois qu'il est venu, panne de courant en plein milieu, que je suis en train d'y parler. Là, on va rester branché, je peux te le dire. J'espère. Hey, comment tu... mais d'abord, je me sens que j'ai pas lu de commentaires de ta part dans les médias traditionnels. Ah bon? Tu es quand même le chef d'un parti politique qui a eu 500 000 votes. Là. Ben écoute, j'étais au huis clos hier. J'ai fait une conférence de presse avec tous les journalistes de la Tribune qui étaient là hier. C'est pour moi qui choisis qu'est-ce qu'ils écrivent dans le papier, là, mais... Ils n'ont rien écrit, je rêve-tu? Non, ils mettent une phrase à toutes les parties à la fin, là.
Mais c'est toujours, pour un parti d'opposition, le budget, c'est toujours c'est un passage obligé, mais c'est toujours quelque chose de un peu frustrant parce que t'as pas beaucoup d'espace dans les médias le lendemain. Là. C'est beaucoup de travail pour très peu de résultats médiatiquement parlant, mais c'est un exercice obligé, comme je disais. Surtout hier, le budget, j'étais le seul pourtant de tous les chefs d'opposition qui a dit quelque chose de positif. Parce que j'ai fait des points positifs, des points négatifs pour le budget. Les points positifs, les baisses d'impôts, on peut dire bravo. Là. Points positifs, baisse d'impôts, il était temps. Là. Ah oui. Mais puis en même temps, 1%, c'est pas assez. Mais c'est pas grave, au moins, ils l'ont fait. Il faut quand même reconnaître que ça a été fait. On commence. Évidemment, je suis pas content non plus de où ils prennent l'argent pour financer ça. Nous autres, on aurait souhaité qu'ils serrent la ceinture un peu puis qu'ils baissent les dépenses plutôt que de faire exploser les dépenses puis de pogner ça puis mettre ça sur le fond des générations puis sa dette. Là. Mais je pense qu'à matin, je lis les journaux, tu sais, c'est fou, là. Ils sont unanimement contre les baisses d'impôts. J'ai jamais vu ça nulle part dans le monde, moi. Que les gens réclament que le gouvernement ne baisse pas les impôts. Ouais. C'est spécial, là. Pense-y 2 minutes, là. Il y a un concert unanime à matin. Ouais, là. ça, c'est pas vrai, là. Parce qu'il pense. Ce qu'il nous a montré dans les médias, la vraie vie, on le sait, là. C'est une autre game complètement. Moi, je pense que tout le monde est content, là. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'est pas content. Ben, finalement, c'est pas assez, ça vaut pas la peine. Ça, c'est des gens qui ont interviewé avant le budget. C'est parce que c'est une patente à présenter dans le sens que les autres le veulent. Si tu rencontres le monde, tout le monde est content. Voyons, comment tu peux cracher sur 500$ par année ou 700 récurrent? Donc, c'est cette année, l'année prochaine, puis c'est tout le temps, là. Donc, c'est une très bonne nouvelle, mais je veux dire, à part les journalistes, l'opposition, puis quelques affaires arrangées entre eux autres, là, la majorité des gens sont très contents. Oui, mais quand tu lis les commentaires, moi, ça me fait capoter. Ils viennent de découvrir que le monde qui paye de l'impôt, c'est du monde qui travaille. Ouais, ça, c'est malade. Ça, GND, là, c'est gênant. Ah oui. Sérieux, c'est gênant. Puis, c'est sa clientèle en général. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui gagne 20 000 aujourd'hui depuis bien, donc, les gens partent à 17-18$ de l'heure souvent. Donc, gagner 20 000, il ne faut pas que tu travailles fort. Là. C'est plus un salaire d'étudiant, puis tu ne payes pas d'impôts anyway. Mais dans leur crowd, eux autres, où ils sont supposés défendre les gens de classe moyenne, là, des gens qui gagnent 40 000, 80 000 par année, il y en a plein dans les gens qui devraient, eux autres, s'occuper. Et ces gens-là, 80 000 à 2, là, c'est une économie à peu près de 700$ par année. Excuse-moi. 700$ par année, tu n'achètes du pain et du jambon pour faire des sandwichs aux enfants à l'école, là. Même leurs exemples qu'ils utilisaient hier, là, la caissière qui fait 25 000$ versus le PDG qui fait 100 000. Mais excuse, mais il fait longtemps qu'ils n'ont pas embauché personne, eux autres. Là, non, c'est ça. Le PDG ne fait pas 100 000. Le PDG ne fait pas 100 000 puis la caissière ne fait pas 25 000. Là. C'est parce qu'eux autres, pour eux, là, tu le sais, là, ils l'ont déjà dit, Françoise David l'avait expliqué. Tu sais, un riche, c'est 70-75 000. Comment? Non, mais pour eux autres, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, rappelle-toi, là, pendant la campagne électorale, ils ont été avec le taxe orange là, pour les riches, les super riches, les méga riches. Ils se sont rendus compte que 1 million, là, oui, c'est un gros montant, là, mais tu sais, pour un agriculteur, 1 million, c'est rien. Pour un employé de l'État, quand tu regardes son fonds de pension, 1 million, c'est rien. C'était tous des millionnaires, là. Fait qu'il parlait, tu sais, il voulait attaquer les millionnaires, il faut faire payer les riches, puis là, m'emmener jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'eux autres mêmes faisaient partie de la gang, là. Mais. Parce que ceux qui disent que, mettons, on prend le maximum, 800$, OK? Mettons 800$. C'est sûr que si vous gagnez les 200 000, ça vous donne 1600$. Ouais. Et si, mettons, on prend 50 000, ça donne 800$. Il y en a qui disent, c'est pas beaucoup d'argent, c'est 15$ par semaine, etc. OK. Mais faites l'inverse. Si vous voulez savoir la valeur du 800, vous trouvez que c'est pas beaucoup, parfait. Enlevez 800 à ce que vous avez. Au lieu d'une diminution d'1% des impôts, on les augmente d'1%. Enlevez 800, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire comme changement dans le budget de la famille d'enlever 800$ dans la maison. Bien, dites-vous que si ça fait mal d'un bord, c'est très apprécié de l'avoir de l'autre bord. Moi, je ne comprends pas qu'on a à défendre ça. Anyway, il faut être attirant pour les travailleurs, il faut être attirant pour les entreprises. On a un paquet d'affaires à régler. Une des choses, justement, c'est au niveau fiscal. Ça, j'ai trouvé ça poche, là, que les PME ont absolument rien en passant, là, parce que les PME et les entreprises sont hyper taxés, puis ils prennent notre argent pour mettre ça dans des maudites compagnies bidons un peu tout croche qui sont en train de s'écraser de tous les bords au Québec. Là. Ça, c'est le côté négatif. J'aurais aimé ça qu'on donne ça aux entreprises également. C'est un budget qui est très imprudent d'un point de vue là, économique. D'abord, il prévoit aucune hausse des taux d'intérêt. Là, je ne sais pas la Fed s'ils ont bougé aujourd'hui, là, mais on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un quart de point encore que ça monte. Là.
Mais eux autres, toutes leurs prévisions sont basées sur le fait qu'il y a 0 taux d'intérêt qui augmente. Ils vont même descendre dans 1 an ou 2. Okay? Toutes leurs prévisions économiques sont basées là-dessus. Deuxième prévision, l'inflation se finit. Il n'y a plus d'inflation. Troisième prévision, il n'y a pas de récession. Quatrième affaire, les offres qu'ils ont faites aux employés de l'État, parce qu'ils sont en égo avec leurs employés de l'État, ils ont mis leur ont fait 9,5 sur 5 ans. C'est un petit peu moins de 2 par année. Ils prennent pour acquis que le syndicat va signer ça. Oui, mais dans le budget, c'est pas ça qu'ils ont. Ils ont mis des milliards. Ils savent là, que ce ne sera pas ça. Là. Ben, en tout cas, dans le budget, moi, j'ai posé la question directe hier à Éric Girard. Là. J'y ai parlé face à face. J'ai demandé qu'est-ce qui arrive avec les négociations. Il a dit, c'est ce qui est dans l'encadré, donc c'est 9,5 c'est ça que vous avez budgété. Il n'y a rien d'autre. Il a dit non, c'est 9,5 sur 5 ans. OK. Hey. Ça n'arrivera pas. Ben, c'est parce que. Puis je veux pas défendre les syndicats. Là. Je ne suis pas un syndicaliste et les employés de l'État, mais sauf que, pensez-y, là, il n'y a rien qui augmente de moins que 2 présentement. Là. Ça veut dire que sur 5 ans, là, si tu fais ça, ce monde-là va s'appauvrir ou ben non, les meilleurs vont sacrer le camp. C'est pas. Le gouvernement ne pourra pas. C'est sûr et certain que ça ne marchera pas, là, leur affaire de. C'est clair. 9,5 sur 5 ans. Fait que tout ça ferait que les prévisions qu'on a, c'est un petit peu rose bonbon. Là. Tu comprends que ça pourrait être pire. Là. J'ai pas suivi, j'ai lu, là, mais je disais, tu sais, j'ai pas fouillé, j'ai déjà fouillé dans des. Tu l'as fait plus que nous autres, là, mais j'ai pas fouillé dans tous les détails. Mais ce que je trouve, puis ça, je suis obligé de le donner, il y en a qui l'ont mentionné, là, parce qu'il y en a qui s'énervent bien gros les baisses d'impôts. Là. Mais ce que je trouve, c'est que c'est fait à la petite semaine comme budget. Tu sais, il n'y a pas de. Moi, je pense que le Québec, si tu. Tu sais, moi, mettons que je suis PM, je suis toi, là, puis je me ramasse PM du Québec à la prochaine élection. Une des affaires qu'il faut changer, c'est. Tu sais, en ce moment, on a l'impression qu'au Québec, tout est chaotique. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne nulle part. Peu importe qu'est-ce que tu regardes, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les écoles, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus de profs. Les écoles sont remplies de champignons. C'est dégueulasse. Si on veut les remplacer, au lieu de coûter au lieu que l'école coûte 40 millions, ça coûte 96 millions. Tu veux faire un bout de tunnel pour le mettre douette, au lieu de coûter 1,5 milliard, ça coûte 2,5 milliards. Il n'y a rien. La SAQ, c'est le bordel. On dit que la SAC également, pour le vin, les entrepôts débordent. Ils ont demandé à tout le monde de garder le stock. C'est le bordel partout. Et je sens pas que... D'abord, ils sont au courant. Je sais pas, on dirait qu'ils ont l'air dans une genre de bulle. Ils n'ont pas l'air au courant que le Québec, en ce moment, là, d'être québécois, c'est gênant en sacrement. Et je sens aucune volonté pour virer ça de bord. Non, la barque, ils ne veulent pas bouger. Là, je vais te dire quelque chose qui m'est arrivé hier, Jeff. Là, tu vas capoter, peut-être. Surtout toi qui es en Floride. Là. Quand j'ai rencontré le ministre des Finances, parce qu'il fait le tour de tout le monde, là, puis il est arrivé à la gang des conservateurs. Fait que je me suis approché. Bonjour, monsieur le ministre, merci. Je l'ai remercié de venir nous voir. J'ai tendu la main pour y serrer la main. Il m'a tendu le coude. Il m'a dit non, je donne pas des mains, moi je donne des coudes. Ah, si, bon, il est dans le COVID encore. Il avait peur. Il y avait-tu un masque? Non, il n'y avait pas de masque, mais des fois, il y en a. Mais hier, il n'avait pas. Mais, puis, c'est pas grave, là. Tu sais, il a le droit d'avoir peur, puis de donner du coude, puis de pouvoir de toucher à rien, puis tout ça, là, puis de capoter. Mais c'est juste que je trouve que ça témoigne d'un état d'esprit. Oui. Ça témoigne d'un. Puis dans peur encore. C'est en haut niveau, là. Tu sais, il y a de l'anxiété. Oui. Et ils sont encore là. Dans ma tête, là, je me suis dit, OK, j'avais l'impression de remonter dans une machine dans le temps, là, à l'époque des couvre-feux puis du confinement, là. Oh oui, ils sont encore dans cette hystérie-là. Là, Mais je suis pas surpris, c'est ça. Ben, ça fait partie de ce que je viens de te dire là. Ça fait partie, exactement, c'est le mood dans lequel ils sont. C'est des gens qui ont... c'est des peureux. C'est des gens qui ont peur. C'est des gens qui se complaisent dans je dirais, l'échec. Se complaisent. Donc, il n'y a pas de volonté de sortir de là. Tu sais, t'es même pas capable de crisser dehors, Éric Kerr. Tu sais, mettons qu'il n'est pas vraiment responsable. OK? Mettons que le CA, il y a une gang d'endormis qui sont là. Le gars qui est à SAC n'a pas fait les bons choix. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. C'est pas grave. Tu sais, à un moment donné, les apparences c'est réglé. Dans la population, c'est Éric Kerr. T'as pas le choix. Il faut t'envoyer un message. Non, mais t'es imputable. Quand t'es ministre, t'es responsable. Lui, il est un conseiller irresponsable. Mais conseiller irresponsable, qui a travaillé pour le gars comme attaché politique. Ben, c'est tout.
C'est carrément. Mais il n'y a pas à se promener en limousine. Moi, j'ai connu des ministres à Ottawa. Je me souviens, Jane Stewart, une ancienne ministre du développement des ressources humaines à Ottawa. Il y avait eu un bordel incroyable dans son ministère dans les années de Jean Chrétien. La fille n'avait rien à voir là-dedans. Elle n'était même pas au courant. C'était des fonctionnaires qui étaient fourrés dans le papier. Il n'y a pas le choix d'accuser Elle était obligée de démissionner. Oui. Il n'y a pas eu le choix. Il n'y a pas eu le choix. Elle était responsable. On a parlé tantôt dans le vestiaire. De ce qui est arrivé à Drouin, à Tampa Bay, qui ont mis sur le banc parce qu'il est arrivé en retard. Tu sais, le coach a fait ça parce qu'il veut bâtir une culture de gagnant. Bon, c'est peut-être un peu dur parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs. S'il avait été d'Instrad, ça aurait moins paru. Là. Je comprends les histoires de caméra. Ça, c'est le bout que je comprends. Mais je veux dire, je comprends très bien le geste parce que lui, il veut il veut montrer d'abord que c'est le boss. Il veut montrer qu'il y a des règles. Puis il veut montrer que pour être des gagnants, tous les petits détails sont importants. Bien, c'est ça qu'aurait dû faire Legault. Dire, regardez, là, il n'est peut-être pas hyper responsable, mais c'est pas grave. C'est lui qui est en tête en haut. Puis en même temps, tu envoies un message à la population que tu n'acceptes pas que quelqu'un ne livre pas marchandises, mais aussi tu envoies un message à ton équipe et aux hauts fonctionnaires qu'à partir de maintenant, quand vous ne livrez pas, vous crissez dehors. Ben, parce qu'une entreprise privée, là, tout d'un matin, là, c'est pas toi, là, c'est Jerry ou c'est Mr. White qui fait une connerie, méga connerie, qui te met dans la merde par de ses oreilles, puis que la business perd tout. Ben, tu vas faire faillite même si c'est pas toi. T'es responsable quand t'as une business, quand ça arrive, tu te ramasses le bec à l'eau. T'as beau dire c'est pas de ma faute, c'est pas grave, là, le banquier il s'en fout que c'est pas de ta faute. Là. S'il y a pas d'argent dans le compte de banque, ils vont fermer la boutique. Ah oui. Hey, c'est quoi l'histoire là, de. Parce que tu dis le ministre est quasiment gesteux, là, il donne le coude pour serrer la main. Oui. Mais c'est quoi l'histoire là, les centres de vaccination vont demeurer là? Ouais, c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont les transformer en espèce de clinique ou quelque chose comme ça, mais ils veulent garder. OK, on va pouvoir aller là pour aller voir un docteur? Écoute, c'est pas ça. J'ai rien compris. OK. On va pouvoir aller là voir une infirmière. Mais je pense qu'il va y avoir plus. Ce ne sera pas juste de la vaccination. OK, les mères de famille vont pouvoir aller là pour les enfants qui ont des otites. Pour avoir une prescription. J'imagine. Je sais pas. J'ai pas eu la définition. Le ministre de la Santé n'était pas là hier pour répondre à nos questions. OK. Mais. C'est 1,4 milliard. C'est beaucoup d'argent. S'ils veulent maintenir ça en place. Puis là, c'est quoi cette patente-là? Je veux relancer Jeff sur Éric Kerr parce qu'il y avait un autre bout qui touchait Éric Kerr hier dans le budget qui, pour moi, est bien important. Éric Kerr, oui, c'est le ministre du fiasco, tant qu'à moi, numérique, mais c'est aussi le ministre qui nous avait promis le troisième lien, que si la construction n'était pas commencée aux dernières élections. Là, non seulement, hier, il n'y a rien dans le budget, là, pas une scène. OK, on est rendu à la 5e année de gouvernement de la CAQ, là, puis pour la 6e, il n'y a pas une scène dans le budget, mais il annonce dans la page A9 du plan des infrastructures là, du PQI, ils annoncent 237,4 millions de dollars dans les 10 prochains jours pour le tramway à Québec. D'ici le 31 mars, la Ville de Québec et la RTC vont recevoir 237,4 millions de dollars pour le tramway. Ça, c'est juste pour faire virer le bureau de tramway puis quelques affaires. Oui. Je vous rappelle que on ne sait toujours pas le coût du tramway. Ils ne nous ont pas encore dit c'est quoi les explosions des coûts. Je vous rappelle que la population de Québec, si ça dépasse 5 milliards, il reste 16 % d'appui des gens qui sont favorables au tramway. Puis ça, ils mettent 237 millions dans les 10 prochains jours. Puis le troisième lien, Ardien. Et ça, pour moi, c'est... Je comprends. Ça, c'est le bout que j'ai bien de la misère à les comprendre. Pourquoi ils sont pas capables de dire on va de l'avant avec le troisième lien puis le tramway, on met le break? Il y a quelque chose là, qui fait qu'ils sont incapables. C'est la pression médiatique montréalaise. C'est de ça qu'ils ont peur. Oui, mais il y a 16 % du monde à Québec qui en veulent un tramway. C'est pas parce que le monde sont dans les rues à réclamer un tramway. Puis le troisième lien, ça fait... J'ai jamais vu un sondage qui n'avait pas une hyper majorité en faveur. C'est pas le monde qui veut le convaincre. C'est les chroniqueurs, c'est les manchettes de la presse. Les bobos à Montréal, là, ce qu'ils veulent, c'est des trains, des métros, des autobus, des patentes électriques. Les chars, ils n'en veulent plus. Là. Ça, c'est clair. Que le char soit électrique ou à gaz en Christ, ils n'en veulent plus. Là. Richard Martineau, matin, il m'a dit dans son entrevue, il me dit, en tout cas, j'espère qu'à Québec, vous avez compris que le tramway, là, on n'a pas les moyens, puis il n'y en aura pas de tramway. Pas de tramway, le troisième lien. Là, le troisième lien, oubliez ça. Là, vous voyez bien qu'on n'a pas les moyens, puis c'est pas... Ah ouais. Imaginez, on est déjà pourtant, dans la merde. On va payer son hostie de tunnel, puis son pont à l'île aux Tourtes, là. On vient de payer avec le fédéral, on vient de payer un Christ de gros pont qui va avoir un train dessus. Ce qu'il veut, lui. Non, mais je te dis... Ce qu'il veut, lui. C'est pas lui, il n'y a pas de Montréal dans la vie, lui. Ce qu'il veut, lui.
Il était bien content de venir chercher 250 000 par année à Québec quand il n'y avait pas de micro. Jeff. Ciboire. Il n'est pas tout seul. Là. À Montréal, là, c'est le discours dominant. Ils sont tous de même. C'est le discours dominant. Là. Ils ont l'impression que le troisième lien, là, puis là, les chroniqueurs sont très contents. Ils ont l'impression que c'est enterré. Dans la tête des... Ça l'est. Ben, c'est allé. Ils ont raison. La CAQ nous a jamais dit ça, là, Jeff. Là. Oui, mais ils te le diront pas, c'est clair. Ils le diront pas tout de suite. Ils le disent. Pourquoi tu penses qu'eux autres le disent? Eux autres le savent. Quand est-ce qu'ils vont le dire? C'est pour ça qu'ils ont baissé le ton. Ils se sont fait dire dans coulisses, regarde, perdez votre peu de temps avec le troisième lien, là, c'est enterré. Il nous reste juste à l'annoncer. Vous allez comprendre qu'on ne veut pas trop le faire. Et le monde va finir par comprendre. Tu ne seras jamais dans le budget. Parce que là, ce qu'ils font, c'est que, tu sais, ils parlent... où appel mécanique? Il n'y en a pas. Là, ils parlent de la qualité de l'air dans Limoilou. Là, tu as vu, là, la gang de Solidaires capote, puis ils disent que si le tunnel arrive là, ça va être le bordel, là, déjà que le monde... Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que si on avait un pont à l'est, on pourrait aider la qualité de l'air dans Limoilou. Le port de Québec ne demande que ça, de transférer une partie de ses activités sur la Rive-Sud. Le pont, moi, je parle de pont, là, je parle pas de tunnel. Ils ne peuvent pas se promener dans un tunnel. Les matières dangereuses n'ont pas le droit de passer. Ben oui. S'ils veulent améliorer la qualité de l'air, ils devraient se mettre avec nous autres et dire que ça prend un pont qui passe par l'île d'Orléans. Exact. Puis le fait qu'il y aura moins de congestion puis que tout le monde, ça va rouler, tout le monde va gagner, incluant Limoilou. C'est quoi cette maudite vision de Nono, là? Non, regarde, on l'aura pas, là. Ça, c'est clair, on l'aura pas, là. C'est plate, mais regarde, c'est ce que qu'on fasse. En tout cas, malheureusement, je pense que tu as raison. L'autre affaire qui m'a beaucoup dérangé hier, c'est toujours... Puis moi, je sais que c'est un de mes dadabs, je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de monde au Québec, mais pour moi, l'équité entre les générations, c'est important. Comme être humain, je pense toujours qu'une des choses les plus fondamentales, c'est qu'on veuille léguer plus à ceux qui nous suivent que ce qu'on a reçu de nos parents. Puis hier, c'est un budget encore pour faire plaisir à une clientèle beaucoup plus âgée. Puis c'est de pogner la facture puis d'envoyer ça à la prochaine génération. On nous a annoncé hier dans le budget que, parce que la CAQ avait promis que la dette du Québec, le pourcentage par rapport à la taille de l'économie, donc par rapport au PIB, on était pour rejoindre la moyenne canadienne d'ici 10 ans. La moyenne canadienne, c'est 30 %. Donc 30 % de la taille de l'économie, c'est la dette du gouvernement. Et là, il disait, à l'intérieur de 10 ans, on va rejoindre la moyenne canadienne, parce que nous autres, on est à 37 points quelques. Non seulement cette année, on s'en va pas là, on a monté pour la première fois depuis des années, le pourcentage de la dette dans la taille de l'économie québécoise augmente. Wow. Et là, au lieu de dire sur 10 ans, parce que là, les livres ne fermaient plus, ils ont dit, bon, on va repousser ça d'un autre 5 ans. Fait que là, on est rendu à 15 ans. Ça, c'est si Dieu le veut, là. Non, mais tu veux dépenser. Oui, mais ils dépensent. Ils payent des contrats. Toutes les maisons pour les vieux, les réparations de viaducs, les réparations du tunnel, la construction. Ils payent des prix de fou. Ils se font avoir par tout le monde, puis ils sont là à continuer de donner des contrats à pu finir. Alors que, tu sais, je le disais tantôt, tu payes une école qui est ailleurs. Tu sais, moi, je sais, je le vois ici, là, il y a une école de 80 millions US, un high school pour 3000 étudiants qui est bâti pas loin de chez nous. Mais ça, on comprend qu'une école de 3000 étudiants chez nous, il n'y a rien en bas de 500 millions. Ça ne finira pas à 80. Oh, US. Non, on parle de... Regarde, mets ça, tiens, à 120 millions. Ça va finir à 500. C'est ça dans tous les projets. Donc, ils sont fourrés. Le système de santé, cette année, va recevoir 7,7 % de plus. Tabarnache. Ça va aller mieux. Puis, mais non, ça va être pire. L'an prochain, il n'y a personne qui peut pas... Tu sais, moi, c'est ça quand ils me disent on n'a pas les moyens de baisser les impôts, cet argent-là, il servirait tellement plus dans les hôpitaux. C'est parce qu'à tous les ans, on pompe des milliards et des milliards, puis c'est de pire en pire. Là. Le problème, c'est pas un manque d'argent, c'est un manque de concurrence, puis c'est une organisation déficiente du travail dans ces institutions-là. Puis c'est ça. Mais hijacké par les syndicats aussi. Là. À un moment donné, s'il y en a un qui se lève debout et qui dit syndicat, c'est fini. OK, c'est fini. Vous avez fini de nous bosser. C'est nous autres qui mènent. Vous menez plus le show, là, c'est ça. Mais là, 7,7 % de plus cette année pour la santé. Au niveau de la fonction publique, la taille de l'État, hein, c'est un petit peu plus que 560 000 employés du gouvernement du Québec. Cette année, ça va augmenter de 6 800 personnes à temps plein de plus. OK, fait que je vous donne des chiffres, là, retenez pas les chiffres, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, où ça s'en va, cette affaire-là. Là. Il y a 6 800 personnes de travailleurs de plus à temps plein qui vont travailler pour le gouvernement dans 365 jours. Donc, il y a des entreprises qui ont des employés en ce moment.
qui vont se faire voler des employés par l'État, comme c'est le cas depuis des années, qui a été, ça a été, je dirais, enflammé par la COVID. Combien de secteurs, entre autres la restauration, se sont fait voler des employés à la tonne? Donc ça, c'est loin d'être fini, là. Puis, pour continuer dans ce que tu viens de dire, là, comment que le gouvernement n'a pas de vision par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, je ne sais pas si tu as vu, mais Michel Girard, dans le Journal de Québec, en a écrit une bonne chronique là-dessus cette semaine. C'est une étude qui a été publiée par 3 chercheurs des HEC Montréal sur la productivité au Québec. Puis ils ont réalisé que d'abord, au niveau par exemple, des crédits d'impôt que Fitzgibbon donne aux entreprises, là, vous savez que le ministre de l'Économie se promène avec votre argent puis il donne des chèques à tout le monde, en tout cas à ceux qui choisissent parmi les entreprises au Québec. Et il en donne en moyenne 2 fois plus qu'en Ontario. Et 80 de cet argent-là, c'est pour créer de l'emploi, pour aider à la création d'emplois. On est en période de pénurie de main-d'œuvre. 3,4 de chômage. Ils taxent le monde, puis ils subventionnent de la création d'emplois. Donc, pour déshabiller des entreprises qui ont déjà de la misère à trouver du monde. Oui, mais je vais en rajouter. Là. Je vais en rajouter parce que moi, je fais partie des petites PME. On paye de bons impôts parce qu'on fait des profits, puis tant mieux. Mais on paye des impôts, donc on n'est pas dans une place où c'est le paradis fiscal pour les entreprises. On est dans les entreprises les plus imposées. Et ils prennent l'argent des entreprises, le 7,5 milliards qu'ils viennent chercher dans les poches des petites entreprises comme nous autres, puis des moyennes entreprises. Ils prennent ça, ils prennent exactement le même montant, puis ils distribuent ça à des amis. Et 9 fois sur 10, cet argent-là est perdu dans des projets qui mènent à rien. Ça, c'est dégueulasse. Écoute, les professeurs des HEC, c'est pas des activistes de droite, là. Ils disent on va frapper le mur, puis ils expliquent comment la productivité au Québec est un problème, puis qu'on devrait aider à améliorer la productivité plutôt qu'essayer de subventionner des entreprises qui ne sont pas efficaces dans le secteur privé pour essayer de créer artificiellement des emplois. Fait que ça, c'est un autre. Puis ça, c'est un autre volet du budget. T'sais. Puis le budget, là, Jeff, le problème que j'ai avec la CAQ, c'est que c'est un gouvernement de slogan, c'est pas un gouvernement d'idéologie puis de cohérence. Fait que là, ils ont vu que nous autres, on parlait de privé en santé conservateur. Ils ont dit hey, ça pogne, là, du homme, ça lève. À chaque fois qu'il dit privé santé, le monde applaudit. Oh, il on va dire, nous autres, 2 hôpitaux privés, nous autres. Le troisième lien, c'est ça. Ça a été volé aux radios de Québec. Bon. Après ça, tu te reviens de bord. Là, tu regardes. Gabriel Nadeau-Dubois parle des logements sociaux. Ah, on va en promettre du logement. Hier, il y en a 5000 nouveaux logements sociaux. Ah oui. OK? Là, après ça, l'environnement, c'est winner. On va mettre 500 millions dans une affaire pour l'eau. On va mettre... Puis là, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Il garoche l'argent, des centaines de millions à gauche pas à droite, sur tout, puis n'importe quoi. Pendant ce temps-là, la mission fondamentale de l'État, qui est le système de justice, où au Québec, il est rendu tellement dans un état médiocre, ça va dans la foulée de ce que tu disais tantôt avec les routes, puis les hôpitaux, les écoles, etc., là, puis la SAC. Le ministère de la Justice se voit couper et amputer ses budgets, alors qu'on est déjà en train de libérer des criminels parce que l'arrêt de Jordan fait qu'il y a des délais tellement déraisonnables qu'on n'est plus capable d'avoir des procès en bonne et due forme. Fait qu'on n'est même plus capable d'assumer la mission fondamentale de l'État. Puis eux autres se promènent avec le chéquier, puis ils garagent de l'argent à gauche pas à droite, puis ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont l'air des poules pas de tête, puis ils se promènent avec les chèques, notre argent, puis ils distribuent ça. C'est hallucinant, là. Ils savent pas ce qu'ils s'en vont. Ils n'ont aucune vision. Tu lis le budget, là. Une fois, ça s'en va d'un bord. La page d'après, c'est de l'autre bord. La page d'après, c'est arrêté. Il n'y a pas de... J'ai essayé hier de le qualifier, le budget. Là. Mais ça, regarde leur gang. Il n'y a pas d'orientation. Leur gang, c'est ça. C'est vrai que c'est une coalition. C'est un peu... Ça tient à rien, cette affaire-là. Là. Mais une coalition, c'est du mélange, là. Écoute, leurs voteurs votent pour Justin Trudeau. Oui, au fédéral. C'est leur premier parti, c'est le Parti libéral du Canada. Ça, c'est très louche, là. Puis il leur avait dit en élection de ne pas voter pour eux autres. Il avait dit voter conservateur. Il y en a 14 % qui votent conservateur. Oui, ça a bien marché. Mais il y en a 40 qui votent pour Justin, puis il y en a 38 qui votent pour le Bloc, je pense, ou 37. Ouais. C'est fou, là. Mais pour Justin, moi, c'est... Le Bloc, je suis pas surpris. Justin Trudeau, ça me scie les jambes, là. Je pense que les caquistes, ils aiment ça, les gars qui n'ont pas les bas pareils. Ouais, c'est toi l'histoire. Là. Non, moi, je pense que c'est la gestion des 3 dernières années. Honnêtement, François Legault et Justin Trudeau, en matière de crise sanitaire, ça a été la même affaire. C'était blanc, bonnet, blanc. Il n'y a pas eu de différence. Ouais, pour cette clientèle-là, ils ont bien aimé ça. Ils s'ennuient, d'ailleurs. Ben oui, les deux disaient la même chose. Ils s'ennuient. Non, mais c'est pas... c'est décourageant, mais c'est la réalité. C'est pas... Puis, tu sais, il y a des affaires aussi bien bizarres. Il a annoncé il y a quelques semaines, le ministre de la Santé, Christian Dubé, Santé Québec.
Là, c'était une espèce d'organisme qui veut se mettre une espèce de buffer entre lui et son ministère. Avec les Top Guns. Puis les CIUS, puis avec les établissements de santé en dessous, puis avec ses Top Guns. Bon. Là, on s'était fait dire, quand il a présenté ça, inquiétez-vous pas, il n'y aura aucun embauche. Il n'y a aucun nouvel employé. Bon, on se dit, OK, c'est juste du bourrapage de papier, là, puis il va faire une structure Saint-Mur. Bon. Fait que là, hier, dans le budget, on est là, puis on a des papiers, puis ça, puis j'étais avec Karim et Layoubi. Là, à un moment donné, il marque Santé Québec, 60 millions. Fait que là, on appelle le gars qui a écrit la partie du budget sa santé. Là, on dit, écoute, y a-tu des nouveaux employés? Le ministre, y a-tu menti? Y a-tu quelque chose? Vous payez quoi avec ça, 60 millions? Oh non, il dit, il n'y a aucun emploi. Ben, c'est pourquoi? Ben, c'est de la réorganisation. OK? Mais 60 millions, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils changent les cartes d'affaires. Là, je dis, vous me niaisez, là. Ça coûte pas 60 millions. Non, mais il m'a donné un exemple. OK. Là, il dit, quand on réorganise, il y a des affaires qu'il faut qu'ils changent. Fait que, puis il y a des coûts associés à ça. Puis il faut les budgéter. Ils n'avaient pas budgété parce qu'on n'était pas supposé avoir Santé Québec. Fait que ça va coûter 60 millions. Tiens, c'est bien que ça marche. C'est bien que ça marche. Mais c'est un bel exemple de comment c'est tout croche, là. Mais thank you, man. Chef du Parti conservateur du Québec, c'est bien cool. Un gros 25 minutes avec toi. Hey, juste vite. Bon, il semblerait que Trump ne soit pas arrêté finalement. Mais Festival d'été de Québec du 6 au 16 juillet. Vite. Weezer avec Billy Talent un soir. Imagine Dragons. Les Foo Fighters. Ensuite, j'ai pas mal Bad Religion avec Green Day. Lana Del Rey, Pitbull. Ça, Illenium. Oui. Et Lil Dark. Donc, Lil Dark. Donc, il va y avoir aussi Cypress Hill. Oui, Cypress Hill. Ann Wilson de Art va être là. Puis, c'est pas mal ça, là. Lamb of God aussi. Donc, Jonathan Roy, c'est pour ceux qui aiment. Oui. Aussi. Donc, on est comme genre parti pour... c'est un gros show aujourd'hui. Merci. Merci au producer. Gros job, Monsieur Blanc. Yes. Et merci à Jerry et tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. On se reparle demain. Demain, on lance le week-end sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion.